Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous, bonjour bande de petits castagneurs, bonjour Adrien. Salut Jérémy. Bonjour, bienvenue sur Castagne FM. Aujourd'hui, on accueille deux personnes issues de la lutte à livrer qui sont Pank et Dao. C'est vos vrais prénoms, non? Ou on est sur... Ah, il y a toute une histoire derrière ça. Bon, moi, c'est mon vrai prénom, Dao. Mais Pank, c'est pas son vrai prénom. Mais c'est en train de devenir son vrai prénom. Mon vrai nom, surtout. Ouais. C'est pas mon vrai nom, mais ça le devient, exactement. Alors pour le coup, moi je sais même pas quel est son vrai prénom. Hein. Christophe. J'allais dire, je suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Ouais. Christophe. On t'appelle comment Pank pendant le Pank. cast. Tout le monde m'appelle Pank. Pourquoi? Ça vient d'où? Pancras. Ça vient de Pancras parce que à l'époque, donc là on est en 2000 et des brouettes, je venais de gagner le championnat de France de Pancras et mon prof de jiu-jitsu brésilien, donc André, vu que c'est des Brésiliens, ils donnent toujours des surnoms. Au début c'était Pancras, mais les Brésiliens aiment bien raccourcir les trucs, ce qui est venu petit à petit Pank. Tu as name dropping un peu là, André Vieira. André Vieira, Ouais. D'accord, ok. Là t'étais au Brésil. Non, on était en France et je crois que ça s'est transformé quand on allait au Brésil parce que je me souviens que Paiva, donc un des cofondateurs d'Alliance, il m'appelait Pancras et petit à petit il m'appelait Pank. Donc tu vois, on devait être dans la transition autour de 2002, ça s'est vraiment raccourci à ce moment-là. Donc Pank et Dao, on est, j'avoue être très content de vous recevoir parce qu'on a beaucoup entendu parler de vous. D'ailleurs, on a toujours entendu parler de vous en duo. C'est-à-dire, j'ai jamais entendu dire Dao ceci, Dao cela, Pank ceci, Pank cela. C'est-à-dire qu'il n'existe, c'est toujours Pank et Dao. C'est vrai, il y a un truc comme ça. Ouais, vous êtes un duo. Alors ils se regardent, ils ont pas l'air d'être au courant. Mais non, ils ont l'air gênés surtout en fait. Pourquoi est-ce qu'on pense ça de vous? Mais c'est un peu comme Mehdi et Samuel, quoi, c'est ça? Ah, là, il y a... tu balances quelque chose. Non, ils sont... Non, vous, il y a un... Non, vraiment, il y a un vrai truc, Adrien a entièrement raison. Il y a un vrai truc, on a toujours entendu, et même quand certaines personnes, tu parlais de Mehdi Hotman, ou Flavio Santiago aussi, nous a dit... Et on a reçu aussi un message, parce que des gens, d'ailleurs, on vous le dit, hein, les auditeurs de Castagne FM, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions sur les gens à inviter. Et on a reçu 2-3 personnes, voilà, des messages de 2-3 personnes qui nous ont dit, il faut inviter Pank et Dao. Alors pourquoi ensemble? C'est à cause des podcasts. Déjà, pour la petite histoire, c'est vrai qu'on était souvent ensemble dans les différentes académies qu'on a faites, puisque on s'est rencontrés. Pancras. Oui, on s'est rencontrés au championnat de France de Pancras en 2000. Et puis après, je m'entraînais à l'époque au Temple des Arts Martiaux avec André Vieira, qui était un des premiers Brésiliens à enseigner en France. Et Pank est venu s'inscrire ici, au Temple des Arts Martiaux. Puis après, je suis parti au Kajin Club. Il est venu également. Je lui ai dit, viens. Voilà, c'est intéressant. Et quand Flavio est venu planter la lutte à livre, Pank est venu. Donc voilà, c'est vrai que il y a cette histoire commune sportive. Et puis c'est vrai que derrière ça, on a toujours essayé de développer une partie un peu plus cérébrale de notre sport. Et on faisait pas mal de podcasts ensemble où on parlait de la discipline, mais aussi du développement personnel qui est lié à ce sport-là, l'histoire. On a été commentateur pour les événements de Hatch il y a 10 ans. La SF, ouais. Ouais, tout à fait, la SF. Donc vous étiez quand même un duo. Enfin, je veux dire, là, vous vous faites les étonnés. Ouais, mais c'est vrai que nous, on n'y fait pas gaffe. En plus, on n'habite pas loin l'un de l'autre. On a 5 minutes. Mais quoi, une amitié de 18 ans. Ouais, c'est ça, nous, on n'y fait pas gaffe. On se voit régulièrement. Mais c'est vrai qu'on n'assimile pas le fait qu'on soit constamment ensemble. On se voit super régulièrement. Mais bon, c'est deux passionnés qui se voient et deux potes plus que des passionnés qui se voient, c'est tout. Oui, puis c'est plus sympa. Par exemple, on fait quelques travaux pour JITS Magazine. Et à chaque fois, on a proposé à Raphaël de JITS de commenter, par exemple, les mondiaux ou de faire une rétrospective du Fighting Beat, c'est ça? C'est comme l'événement de... Le roll-up. Le roll-up, pardon. Mais quand tu dis commenter, c'est-à-dire c'est sur JITS. On avait fait un live. Ah, vous avez fait un live? Ouais. Des mondiaux? Ouais. Mais où? C'était l'année dernière, 2017, hein. C'est ça, hein? Ouais, avec Eric. Avec Eric, ouais, c'est ça. Enfin,
il faudrait qu'on fasse un peu plus de choses parce que Bah ouais, parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas au courant de tout ça? c'est le bordel ce sport. Bah ouais, mais les gars, enfin quand même, je veux Parce dire. que nous on communique pas des masses, en fait c'est d'un coup on se dit tiens ça serait marrant de faire ça, on contacte Raphaël, il nous dit ok, il nous laisse la page Facebook, c'était ça, hein, c'était la page Facebook de... Ouais, on avait les droits d'administration dessus et on fait. Mais bon, après, le problème c'est qu'on est tellement emporté par ce qu'on fait qu'on n'a pas le temps. Il faudra un suivi particulier, il faudra un agenda et enfin tout le monde a ses cadences et c'est pas évident de. Si on avait une cadence régulière, on pourrait communiquer dessus et on pourrait faire en sorte que les gens soient au courant. Mais on est un petit peu des ninjas avec Punk, c'est qu'on nous retrouve un peu partout, un peu avec Hatch, un peu avec JIT Magazine, un peu avec vous. Voilà, c'est un peu notre histoire depuis 18 ans dans ce sport. Surtout toi, hein. Toi c'était quand même le gars reconnu comme Radio Dao, quoi. Donc il connaissait tout, il y a longtemps, il connaissait tout. C'est-à-dire que tu te souviens, tu avais même fait une base de données au niveau des victoires, des défaites et de tous les tournois qu'il y avait en Jiu-Jitsu à l'époque. Ouais, j'ai une bonne mémoire. On Non, sent- j'avais une bonne mémoire. On sent le professionnel du micro en tout cas, hein, ça rigole pas, je pense qu'on n'a même pas besoin de parler. Ouais, c'est vrai, je vais aller bosser, je vais aller faire autre chose. Et donc vous avez fait les commentaires de l'IBJJF, les mondiaux, L'année dernière, ouais. en 2017. Oui, on avait fait ça, c'est-à-dire qu'à l'occasion, on avait proposé parce que Raphaël, il cherche toujours à avoir un peu de contenu, parce que c'est pas évident d'avoir du contenu. Donc il cherche des gens qui sont capables de s'exprimer, qui connaissent un petit peu enfin, s'exprimer, je veux dire, en faisant un live, en s'en mêlant pas trop les pinceaux, et puis des gens qui connaissent un peu le milieu, qui sont capables d'être pertinents sur l'observation et tout ça. Enfin, comme Gilles Arsène le fait très bien avec Antoine Simon, qu'on connaît d'ailleurs très bien. Je connais Antoine depuis 18 ans. Donc moi, je l'ai vu pareil évoluer et puis prendre sa place dans ce sport-là. Et je pense qu'on repère assez rapidement les gens qui sont capables d'émuler, de communiquer autour de ça. Parce que c'est un véritable enjeu. On est des sports qui sont tellement anecdotiques que l'enjeu pour cet écosystème, c'est d'être en mesure de communiquer correctement à tout le monde et puis de mettre un peu de l'ordre dans les idées. Non, mais c'est un problème alors ce que tu dis, parce que tu dis donc que vous êtes capable et que vous y arrivez un peu. Mais alors pourquoi est-ce qu'on entend et en même temps, dans le même temps, tu dis ouais mais on a trop à faire, on est un peu partout, donc un peu nulle part, hein, enfin faut le dire. Et donc on n'en entend pas parler. Donc finalement ta mission, de quoi tu t'es senti un peu investi, de parler de ton sport qui, tu dis, je suis de moins en moins d'accord, ce sport-là est en train de prendre la lumière, vraiment. Finalement, ta mission, elle n'est pas vraiment accomplie. Peut-être qu'au final, je suis en tout cas personnellement arrivé au stade que je voulais, c'est-à-dire pas forcément semi-professionnaliser ou professionnaliser la communication et autour de ça, rester toujours un passionné, un pratiquant. Et puis ça me va bien d'avoir des interventions, on va dire, bénévoles, sans but lucratif, et puis aussi communiquer par le biais d'open mat, de rencontres, d'aller voir des gens, de descendre chez Flavio, participer au tournage de Road to Fight avec Lucie Berthaud, avec Johnny et Eric. Moi, peut-être que ça me va bien au final. Moi, je ne vais pas me prendre la tête non plus sur le fait de mettre des objectifs trop élevés. Je trouve que la vie est quand même bien faite. Je veux dire, faut regarder notre intervention d'aujourd'hui. J'ai aimé ce que vous faites, ce que vous faisiez, ce que vous faites. Je vous ai contacté via Facebook. On en a parlé vite fait. Vous en avez parlé d'autres. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Enfin, je trouve que finalement, ça se goupille assez bien si on laisse le temps au temps de se mettre en place. Voilà. Pank a l'air complètement d'accord. Hein. Moi, dans l'absolu, on a eu de la chance. Moi, je repense à l'ASF. On nous a demandé de faire les commentaires parce qu'on connaissait Hatch et qu'on soutenait Hatch dans sa démarche, qui lui a vraiment essayé dans un premier temps de développer le grappling. Et puis maintenant, il s'est beaucoup mis au MMA, au pancras, etc. Et effectivement, nous, c'est plus de l'opportunité et l'envie de faire partager notre passion que se dire on va faire régulièrement quelque chose à ce sujet-là. On préfère faire régulièrement des podcasts sur de la philosophie que sur les arts martiaux. Ouh là là, t'as prononcé le mot, je sais pas, on a jamais prononcé le mot philosophie sur Kassagne FM. On n'a jamais eu besoin, c'est toujours fait de soi-même, tu vois ce que je veux dire. C'est la philosophie, c'est là en fait, c'est immanent chez nous, tu vois, c'est un peu partout. C'est présent. Exactement. Ouais. Faut pas en parler. Faut pas en parler. Faut la vivre. Sinon on perd la magie. C'est ça. Vous avez un podcast de philosophie. Il a un podcast. C'est lui. Mais tu es invité. Ouais, de temps à autre, ça arrive.
Oui, en fait, l'idée de base, c'est que je rencontrais toujours, parce que mes amis proches sont beaucoup dans le monde des sports de combat, MMA, jiu-jitsu brésilien, lutte livre. Et ce qu'on constatait, c'est que très souvent, quand on se voyait, on parlait un peu de sport, mais aussi on parlait pas de philosophie, mais de la vie, quoi. C'est-à-dire que il y a une phrase là qui a été énoncée, je crois que c'était Henry David Thoreau, le philosophe américain, qui disait qu'on avait de plus en plus de professeurs de philosophie, mais de moins en moins de philosophes, c'est-à-dire des philosophes qui sont congruents et qui vivent une vie de philosophe. Et je trouvais que dans nos conversations, il y avait énormément de philosophie. Donc, alors, le problème en France, ou de manière générale, c'est que philosophie, c'est devenu presque pas un gros mot, mais c'est comme intellectuel, quoi. Et c'est pas du tout ça, c'est plutôt une sorte d'introspection de la vie, de comprendre un peu ce qu'on vit et d'en apprendre sur soi et sur notre environnement proche. Et je trouvais que souvent nos discussions, elles étaient axées vraiment autour de ces thèmes-là. Et je me suis dit un jour, on va faire un podcast, parce que je trouve que l'avantage du podcast, c'est que ça permet d'organiser un peu la pensée, déguiser un peu la sémantique, la parole, et ça crée une émergence d'idées derrière. Et je voulais concrétiser ces discussions-là. Et je me suis dit, un jour, je vais faire un podcast de philosophie. Et j'ai appelé ce podcast Philo So Street. Ça veut dire un peu la philosophie de rue, quoi. Où j'allais inviter des gens comme Johnny Frachet, Jimmy V, Punk, Eric Rochereau, enfin des gens qui sont dans le sport, qui sont investis dans le sport, mais qui ont des capacités introspectives, qui sont alliés à leur vie dans l'action, et retranscrire ça et ne plus avoir des professeurs de philosophie qui allaient me parler, je sais pas moi, de Sénèque, Épictète ou des gens comme ça, mais qui allaient vraiment me réénoncer des principes de philosophie avec leur expérience, et en fait des principes de philosophie qui sont assez proches des principes philosophiques qu'on retrouve dans les ouvrages. Voilà. Et donc j'ai appelé ça Philo So Street parce qu'il fallait trouver bien un nom un peu sympa. Et en gros, c'est un peu comme vous, hein, c'est-à-dire que c'est des conversations, c'est-à-dire que l'idée c'est de jamais préparer, on se voit, j'ai c'est plus compliqué quand même, non, sur des conversations, arrive, on va hein. dire philosophiques. En fait, En tout cas, nous, sur la non-préparation, franchement, on est au top. C'est vrai, on le dit à chaque fois, hein, on assure de ce point de vue-là. Là, de ce point de vue-là, on est bon. Hein, là, En même temps, en philo, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué là, hein, pour le coup. mais Là, je sais pas. il y a la magie de l'improvisation aussi. Enfin, je veux dire, il faut compter sur ça. Et il y a un spécialiste de l'improvisation qui est parmi nous. C'est le monsieur qui est à côté de moi qui fait des vidéos, je sais pas, 2-3 vidéos par jour sur l'hypnose. Mais quand on y regarde de près, pour moi, il y a énormément de philosophie dans ce qu'il fait. Si on s'intéresse et si on a le temps de regarder ces 2200 vidéos. Sur l'hypnose. Ouais, la psychopratique, l'hypnose. Ouais. De toute façon, la psychologie est née T'es pratiquant, excuse-moi, alors là pour le coup, parce que c'est important pour nous de comprendre, t'es pratiquant, je suis praticien d'hypnose, je suis praticien d'ailleurs, excuse-moi, pas pratiquant, parce que mais praticien donc en hypnose, et en diplômé, thérapie, tout ça, pas de risque, certifié, on est là parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier quand même l'hypnose, et donc t'es psychologue aussi à la base? Non, du tout, je suis psychopraticien. Alors il faut voir que on est soit psychiatre, donc on est médecin, psychologue, on fait un master de psychologie, soit après c'est la psychothérapie, mais maintenant ça a été déposé le nom, ou psychopraticien. On fait ça dans des écoles privées et ça donne un cursus qui est beaucoup plus pratique que la psychologie, qui est souvent généraliste. Ouais, c'est de la théorie, des choses Exactement. comme ça, évidemment. Là, nous, on sûr. est axé très très pratique. Et puis moi, j'ai fait quelques écoles, on va dire. Donc, et je me forme beaucoup. Et l'idée étant constamment, quand tu dis c'est de la philo, la psychologie, la première chaire, elle a été créée par Janet et c'était lié à la chaire de philo. Donc c'est normal que quand on parle de psycho, quand on parle de la psyché de l'humain, on tombe à un moment ou à un autre sur la philosophie parce que c'est tellement intriqué que tu peux pas faire sans. Les problématiques qu'on a d'un point de vue humain, on peut revenir sur des trucs hyper concrets, hein, comme sur le tatami, les peurs, les angoisses avant les compètes, les pics, ou au contraire les paliers. C'est des choses qui se passent dans la tête. Justement, c'est ce que j'allais te demander en fait à la base, sur quoi tu travaillais. T'as des sujets de prédilection parce que celui qu'on a tous, c'est l'hypnose pour manger moins, pour arrêter de fumer, tu vois. Moi, je ne fais pas cela. Et par exemple sur les peurs, on avait reçu Michael Abdullah.
de la Gracie Bar à Paris qui avait fait une spécialisation donc en fait dans le coaching et donc il travaillait sur la PNL, les choses comme ça évidemment. Mais là toi c'est poussé encore plus loin parce que c'est vraiment le travail. Donc tu peux travailler sur la même chose, c'est-à-dire sur la préparation de l'athlète. Mais là carrément tu vas aller rechercher sur son passé, j'imagine, travailler vraiment sur... Ça dépend de la PNL, j'en ai fait beaucoup, j'ai eu la chance de voir les 2 fondateurs, donc ça c'est déjà un plus. Bon, j'ai pas mal bourlingué, on va dire, mais dans l'idée, moi j'ai pas de spécialisation, je suis un praticien un peu particulier, un peu comme ma manière de combattre, c'est un peu particulier. Je fais des tests par période. Donc en fait, je travaille que sur des types de problématiques par phase. Mais tout ce qui est poids, cigarette, je m'en fous. Je m'en tape. C'est pas un problème. J'ai pas envie de gérer ça, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les problèmes. J'ai plus des gens qui sont dépressifs, qui ont des problématiques un petit peu plus lourdes. Même si derrière de la bouffe ou de... Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que derrière la bouffe ou le tabac, Ouais, c'est qu'il peut y avoir quand même une problématique très lourde. Le problème de lourde. l'hypnose, c'est que souvent les gens voient ça comme tu me fais 3 séances et demie et puis la vie est belle et on n'en parle plus. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est aller dans le fond de la problématique et comprendre que derrière, il y a un moteur de base qui fait que si tu as ça, bah là, tu as créé ça en compensation avec une clope ou avec de la bouffe, mais c'est quelque chose de bien plus profond. Ou un sport de combat. Ou un sport de combat, bah, on en parle souvent avec Dao. Si on est arrivé dans des sports de combat, C'est jamais par c'est hasard. pas anodin. Jamais. Et puis préhension ou percussion. Tu vois, Mais l'appréhension, en plus, on en parle très souvent, et c'est un sujet, moi, vraiment qui me passionne, et on en parle souvent avec Adrien et souvent avec les personnes qui viennent ici. C'est que dans le jiu-jitsu brésilien, et là je parle d'expérience personnelle, moi je faisais du judo, je suis passé par la boxe thaïlandaise. Je m'entraînais donc chez André Zetoun. J'en ai fait quelques années, plus de 6 ans. Et il m'est arrivé ce qui m'est un moment très particulier, et c'était un sport de percussion. Et en fait, le sport de percussion, quelque part, il n'y a pas de... La finalité est simple, en fait. C'est-à-dire que la seule moyen de perdre ou de gagner, c'est le KO, en fait. Et un jour a débarqué un prof de jiu-jitsu brésilien, donc stage, et j'ai découvert un principe complètement différent qui est la soumission, qui est soumettre ou être soumis. Et j'étais dans un moment où je me battais contre la vie, j'avais la rage contre tout, et donc le chaos était quelque part quelque chose qui était hyper intéressant pour moi, parce que c'est ce que tu veux en fait, c'était dans une recherche de violence comme ça absolue, parce que avec les problèmes que t'as, et d'un coup découvrir le jiu-jitsu brésilien qui était accepter la soumission. Parce que c'est ça en fait, ça n'est pas que soumettre quelqu'un. En fait, soumettre quelqu'un, au final, à part si on est Rafael Mendes, c'est pas quelque chose qui arrive. On a autant de chances d'être soumis que de soumettre en fait. Et accepter ça, ce passage de l'acceptation, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et le jiu-jitsu brésilien, pour ça, c'est vraiment un sport particulier. C'est vraiment, ou la lutte à livrer évidemment. Je vois pas d'autres sports qui puissent permettre ça. J'en vois pas d'autres en fait. Cette acceptation, se laisser aller complètement à son agresseur, entre guillemets. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un peu les mêmes notions. J'aime bien voir pourquoi on se dirige vers de la percu. Pourquoi les Jutsuka ils ont aussi peur des frappes. Aussi, c'est super intéressant de voir pourquoi les gars. On n'a plus peur, nous, des frappes. Ouais, non. mais tu regardes. Ah non, mais moi franchement, se prendre des droites, je trouve ça fait peur. Hein. Non, mais je suis d'accord. Se prendre des coups, vraiment. Enfin, là, on s'attrape, on se chiffonne. Allez, à la limite, tu m'étrangles. Bon, ça va, je l'ai vécu 200 fois. Mais me prendre une grosse droite, sérieusement, c'est flippant. Hein. Ouais, t'as pas ça, toi, Jérémy, toi qui as fait moi, en passant par la boxe thaïlandaise, c'est ce que je te dis, tu vois, c'est qu'en passant par la boxe thaïlandaise, j'avais ce truc-là. Après, j'ai jamais aimé prendre des droites. Mais t'as plus peur de te prendre des coups? Alors, la peur, je l'ai pas. C'est plus que j'aime pas ça en fait, personne n'aime ça. Enfin voilà, on apprend à se protéger. La première chose à faire quand on est avec un prof intelligent, c'est d'apprendre à se protéger. Maintenant, quand en JJB ou en Luta, ça arrive, on prend un coup et tout. Moi, ça me dérange pas. C'est pas ma peur. C'est pas ma peur première en fait, la peur du coup. Mais dans ce que tu dis, ce qui est très intéressant, c'est que prendre des coups, ça te fait peur et ça rejoint donc exactement ce qu'on disait. Mais en même temps, se laisser soumettre, ça me dérange moins. C'est quand même. Non. Et par exemple, pour continuer sur ce que tu dis, moi je flippe pas d'avoir mal, tu vois, de me prendre un coup, avoir mal, j'ai mal tout le temps. On fait jiu-jitsu, on a tout le temps mal, tu vois. Mais en fait, l'impact est plus dans mon imaginaire. Hein, ça m'effraie un peu plus. Et c'est le visage qui fait ça. Je sais pas. Il y a quelque chose de primaire. Probablement. Et tu vois, même chose, les projections en judo.
moi qui ai jamais fait de judo, franchement voler par-dessus l'épaule de quelqu'un ça me fait vachement flipper, mais c'est plus l'impact que la douleur, parce que mal, je te dis, mal on a tout le temps mal en fait. Mais c'est ça, c'est la percussion. Je pense qu'il y a quelque chose Ouais. d'hyper primaire en fait là-dedans. C'est intéressant de voir à quel point, tu vois, moi par exemple, j'ai un principe, à partir de violette, en jiu-jitsu ou en luta, ils doivent faire de la percussion. Parce que pour moi, un jujutsuka ou un lutador qui sait pas combattre un mec qui fait des percus, il sert à rien. Quoi, tu vois, c'est mon point de vue. Pour moi, on fait un art martial, on fait pas que du sport IBJJF. On fait une forme de combat. Donc derrière, pour moi, un jujutsuka, il doit se démerder pour casser les distances, ne pas avoir trop peur de se prendre une droite, donc pas tourner la tête, se protéger de manière juste, etc. Quitte à faire ce que faisait Royce en 1993. Feinter, je te se mets, lancer. c'est ça. Exactement, ouais. Front kick dans le genou et débrouille-toi après, quoi. Ouais. Pas de souci. Mais qui est pas cette espèce de sensation de fuite qu'on peut avoir, ou l'espèce de peur quand tu dis, bah venez les gars, maintenant on met des gants, on fait la même chose, mais cette fois je vais te foutre des patates dans la tête. Tu vois. Ça donne envie de venir là où tu t'entraînes, non? Non, mais, On aime le professeur de philosophie, Deux psychopatricien. patates dans la tête, exactement. Voilà, genre chez moi tu prends des droites, sinon je t'enseigne rien. mais, Philosophie de l'action. Ouais. mais là, on parle d'un virage, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé, moi j'ai commencé en 98, toi tu as commencé en 16-17. 96-17. Ah, tu fais partie des premiers en jiu-jitsu brésilien en En France. JB, moi en MMA. Ah d'accord, MMA, excuse-moi. Et moi j'ai commencé par le MMA en 98. Et comme on disait, on n'arrive pas dans ce sport par hasard. Je faisais pas de sport du tout. Pareil, hein, comme beaucoup de gens, je loue la cassette de l'UFC, je vois Royce ici, je dis, ah, putain, c'est T'as incroyable. quel âge juste? Vous avez quel âge tous les deux? J'ai 45 ans. 39. Ok. Et donc je vois ça et je me dis, putain, c'est extraordinaire. Et je sais pourquoi je suis allé là-dedans, parce que je connais mon histoire. J'ai une histoire particulière avec une enfance assez difficile, un père violent et tout ça. Et je pense que la quête de sécurité, c'est quelque chose qui était... qui était omniprésent chez moi. Donc je me suis dit, plus grand, il faut que je me protège. On a toujours cette impression que le danger vient de partout, parce que quand on était petit, on était dans un environnement où le danger était là. Et donc j'y suis allé parce que je voulais être fort et savoir me défendre, etc. Donc évidemment, pancras, donc percussion. Mais tu et n'es puis, déjà pas tout jeune en fait. non, j'avais 25 ans, ouais. Et Ça va. Champion de baby-foot. j'avais fait du baby-foot avant. Ouais, c'est T'es vrai. champion de baby-foot? Non, pas champion, mais ouais, je faisais beaucoup de baby-foot. Ouais. Alors, Au niveau national. on a beaucoup d'invités qui faisaient des grands sports hyper balèzes avant. Attends, on devrait les Attends, réunir. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le volet, c'était quoi le... Donc c'est Samuel, volet. On a eu Ça- Michael Lebou. Ah oui, Donc volley. ça arrivera, non, on va pas dire, mais ça, Michael Lebou, vous découvrirez aussi, il avait un autre sport. Mais non, Et mais toi le podcast sera déjà diffusé en fait. Ah bah oui, c'est vrai. Il a déjà On a un vrai problème de... Parce qu'on vous explique pourquoi. C'est le bordel, hein. Je l'ai dit. Hein. Je vous explique pourquoi, c'est parce qu'en fait, on a déjà enregistré le podcast de Michael Lebou, vous le savez, auditeur, puisque vous l'avez déjà écouté. Mais il n'a pas. Mais à l'heure où on enregistre ce podcast, il n'a pas encore été diffusé. Mais Jérémy, donc les auditeurs savent qu'il faisait. Dans un truc. Les auditeurs savent déjà que Michael Lebou faisait du handball. Du handball, Voilà. exactement. Oui, ça va, c'est des sports. c'est Ça viril. va. Ah, tu vois que c'est viril. T'as le baby, il y a le Je me baby-foot. suis vachement foutu de la gueule de Michael Lebou quand même, Ah, hein, sur le handball. tu peux y aller, hein. Le handball, c'est pas le foot, c'est un truc plus sérieux, quoi. Oula, t'as balancé sur les footballeurs là. On va en parler à Samuel Monin. Ah ouais, lui, il est chaud. Il est chaud, Samuel. Hein. Mais le baby-foot, on peut se foutre de la gueule du baby-foot. Hein. Ouais. Désolé les gars, de mes anciens collègues de baby-foot. Mais on peut y aller sur le baby-foot. Hein. Là, il n'y avait pas trop de recherche philosophique, tout ça sur le baby-foot, c'était pas la même chose. T'en aurais pas sorti des podcasts, je pense, non? Détrompe-toi, je pense qu'on peut faire de la philosophie Attention, sur hein, le parce que baby-foot. je pense que le baby-foot n'a pas dit son dernier mot. Pas juste en dernier mot. On voit quand même le retour du baby-foot dans les entreprises, dans les cafettes, C'est vrai, etc., la c'est défense et tout ça. Bientôt hein. les flippers, c'est sûr, à ce rythme-là. Bah oui, parce que Tu me dis ça avec énormément de fierté, je pense qu'il n'y a pas besoin, tu vois. Passons là-dessus. ouais, bon, bref. Donc, pour dire qu'en fait, je pense que les gens à l'époque qui allaient faire ça, c'est pas les mêmes que les gens qui font du jiu-jitsu maintenant. C'est-à-dire que le jiu-jitsu, un peu plus démocratisé, on voit de suite que c'est plus un jeu que nous, à l'époque, une recherche d'efficacité et tout ça. C'est sûr. Parce que en plus, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les autres académies et puis on allait se tester avec les gars, quoi.
Ah, tu La souris, belle Pank. époque. On dirait que t'as des souvenirs ou un truc comme ça, c'est ça? Moi j'allais défier carrément des académies. Donc, Tu les moi, attendais à la sortie et tout. je me battais beaucoup en fait. Donc j'allais dans des académies de Shorinji Kempo, de plein de styles chelous. Et je venais m'entraîner. À la fin, je disais, bah moi ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on combatte sans règles. Les gens acceptaient? Bah certains, d'autres pas du tout. D'autres ils me faisaient des contes philosophiques comme quoi ils pouvaient me tuer, ce qui m'énervait d'autant plus. Et donc je leur disais, bah viens, tue-moi. Et j'avais tout le temps un papier où je déclarais que si j'étais blessé, il n'y avait pas de problème. Ouais, ce qui valait à mon avis pas grand chose. Ce qui valait rien, mais je m'en fous quoi. Moi l'idée c'était D'être le plus fort. C'était d'être le plus fort et de voir ce qui marchait. Parce que moi j'en avais marre d'entendre je peux te tuer, je peux te tuer, je peux te tuer. Ouais, je fais de l'aïkido. Ouais, Aikido, j'ai des histoires, mais Raconte-nous une histoire sur l'aïkido. Sur les morsures. Raconte-nous un truc sur Les les gens te morsures. mordaient. Ou sur les doigts, ou dans les ça, yeux, ça, ou ça, des c'est trucs quand comme je ça. combattais les mecs en silat, de Krav et tout ça, et ils me disaient tout le temps non, Je mais vais moi, te je vais tuer. te mordre, je vais te truc, je vais te tuer. Et je disais ok, on combat sans règles. Mais quand je dis sans règles, c'est que tu peux me crever les yeux, tu fais ce que tu veux, je m'en tape. Vous mettiez des gants quand même ou même Rien. pas? Non, sans. Et pourquoi tu faisais ça? Parce que moi j'avais besoin de voir ce qui mentait, ce qui mentait pas. Tu vois, j'ai une espèce de quête de vérité derrière ça. Mais on sait par essence, hein, tu combats quelqu'un de la self. Si on fait un combat en 1-1 préparé, on sait, c'est plus de la self. Donc déjà, c'était un coup de pute que je faisais, consciemment ou pas, c'est pas de ma faute. Et donc quand ça marchait, que les mecs étaient chauds, ouais, ils voulaient me mordre, ils voulaient me crever les yeux, sauf que combattre les yeux fermés quand t'es au sol, c'est pas un problème. Et quand quelqu'un te mord et que tu mets ton avant-bras et que t'éclates les dents du gars, t'en as un à battre quoi. Tu vois, derrière, tu combats, t'es pas là pour rigoler. Et c'est là où... Les coups dans les couilles aussi. Ouais, alors ça passe pas si bien que ça, parce que Non, tu sais hein. qu'un mec du silat ou du krav va tenter, c'est la première truc qu'il va faire. Mais une fois que t'es collé à lui, Ouais, ou même quand il le fait, tu chopes sa jambe, il tombe par terre, tu fais une clé de cheville, ça vrille, ça fait mal, tu vois. Il y a des choses, ils s'attendent pas à des choses comme ça. Parce que c'est pas le même contexte, en fait, c'était débile comme principe. Parce que on est deux mondes différents, nous on a un monde d'opposition et de sport de combat, et eux c'est un monde qui est préparé pour l'opposition. pour surprendre, Exactement. L'imprévu de survie, ce qui est pas du tout la même chose. Mais à ce moment-là, moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin de voir, et ça m'a permis de catégoriser les choses un peu de manière abrupte, mais de me dire bon, ça sert à rien quoi. T'as eu des déconvenus ou à chaque fois t'as défoncé tout le Non, monde? c'est ça qui m'a étonné, c'est que j'étais ceinture bleue en BJJ, j'arrivais à latter tout le monde, et c'était flippant. Non mais tu vois, c'est Qu'est-ce pas- que ton c'était- prof il en pensait? Parce que ton prof de jiu-jitsu rien brésilien. du tout. Il en savait rien du tout, et moi je faisais ça de mon côté. En fait, c'est un besoin premier. T'as des passions particulières quand même. Hein. Moi j'allais dans le fond, mais moi j'ai commencé par le karaté, j'ai commencé gamin, les arts martiaux, et pour moi le but c'était Dragon Ball, tu vois. C'était il y a des gars forts, il faut qu'on se tape dessus, il faut voir qui est le plus fort. L'UFC, quand j'ai vu ça, j'ai fait bah ouais, Donc en fait t'es allé jusqu'au bout de la philosophie. c'est ça. Moi j'ai eu la chance de faire les premiers combats de Hatch à l'époque à Bobigny, j'ai eu la chance de combattre des mecs qui maintenant sont chauds. On venait avec ce qu'on avait. Ma première compétition de libre, c'était en 97. Je venais d'avoir 18 ans, je faisais du karaté, un peu de jiu-jitsu judo, et je suis arrivé et chacun s'entraînait dans son style. On venait limite avec guide judo, short de Muay Thai, c'était vraiment ça. Et Cette ça, fameuse c'était époque, génial. ouais. Ouais, mais tu vois, il y a un côté où moi je suis super heureux d'avoir vécu ça. Ouais. Et ça me permettait de me dire, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça Ça c'était vraiment la recherche de, on en parlait aussi l'autre jour, c'est la recherche de quel est le meilleur sport et pas quel est le meilleur athlète. Mais c'était Qui est le mieux préparé. C'est C'était vraiment- c'était une époque formidable. Hein. C'est-à-dire qu'on était ambassadeur de notre art martial, et on venait effectivement dans les événements de Charolais, le CNPE et tout ça, et on allait se tester contre les... Il y avait des mecs qui venaient du sambo, il y avait des mecs qui venaient du sambo, il y avait des gens qui venaient de la boxe thaï, et voilà, et nous on arrivait, et moi je me souviens, le premier combat que j'ai fait, j'ai mis un triangle, genre l'arbitre il a pas compris, parce qu'il savait pas ce que c'était un triangle. Le gars s'est endormi ou Non, le gars il a tapé parce qu'il savait. Ah, il savait. Mais en gros, il y a eu un gros silence dans le public parce que c'était genre, c'était la nuit des gladiateurs, enfin c'était un événement comme ça, et ils avaient pas compris ce que c'était un triangle quoi. Parce que Il y avait du public pour ça? À ce moment-là? Pas beaucoup. Moi, je me souviens en lutte contact, il n'y avait pas énormément de monde. Quoique, tu me diras, lutte contact, c'était pour nous les amateurs, mais en pro, il y
Il y avait Cyril Diabaté et tout le monde qui combattait en Golden Trophy. Et là, il y avait du monde. Hein. C'était les Ribert. Les Ribert, je crois qu'il y avait créé Il y ça. avait le Pankido aussi. Et après, il y a Lombardo qui a fait le Pankido, où il y avait quand même du monde. C'était des events de sport, tout ça. C'était des disciplines qui faisaient des événements. Ouais. D'accord. Et faut voir que les premiers combats libres, vraiment libres, on l'a eu avec le Kempokan. Kempokan Oui. qui était donc On nous en a parlé, ça. qui Bah, était- c'était qui- Gilles Arsène. Ouais, qui- c'est qui ça. était Ali Mioubi, avec Ali qui Mioubi. était Ali, et c'était Lombardo l'initiateur. Donc derrière c'était super rigolo où les mecs c'était déjà hyper viril pour l'époque. C'était du Kyokushin avec du combat au sol quoi. Et l'ambiance était assez sympa, c'était assez particulier. C'était sympa. Ouais, Parce que déjà tout le monde se connaissait, c'était un petit milieu. Et c'est vrai que souvent les gens qui faisaient du jiu-jitsu brésilien faisaient aussi du combat libre à côté. Mm. Il n'y avait pas de frontières nettes et Comme précises aujourd'hui, comme ouais. maintenant. Quoi. Ouais, ça a vraiment changé ça. La notion d'affrontement d'autres styles, c'était le truc de base. D'ailleurs, Flavio à la base, il était en mode luta, fuck le jiu-jitsu et basta quoi. Non, il ne l'a pas dit ça. Ah non, hein. ça il le dit pas. Vous savez que Flavio il a fait un combat de MMA aussi Au Japon, au Japon, en Shuto. Il nous l'a pas dit non plus. Il l'a prévenu pas 5 jours avant, un truc comme ça. Pas du tout. Ouais. Alors là, on ne sait pas du tout. Voilà. Non, on ne savait pas. Quelle a été l'issue du combat? Il perd sur décision. Mais le mec était vraiment physique. Et puis, je pense que Flavio n'était pas foncièrement préparé. Donc, c'est surtout que comme il était très fort à l'époque et que c'était un ambassadeur de la lutte livre et qu'il y avait des relations entre le Japon et le Brésil grâce à Alexandre Pequeño qui avait la ceinture du Shuto, naturellement, voilà, ils ont mis le deuxième plus fort ou le troisième, je sais plus. Et donc, il a fait un combat. Mais bon, il a très bien vu. Chromate qui avait combattu à ça. Ouais, dans cet événement, il y a Chromado qui est fondateur de la RFT, qui avait également combattu. Voilà, il y avait une effervescence avec c'était un peu le bazar aussi, hein, mais c'était super sympa, c'était super rigolo. C'est sûr que ça devait être une époque où tout était neuf, où c'était Ouais. une nouvelle façon de faire du sport finalement. C'est ça. En fait, c'est pas juste. Je pense c'était qu'au pas que départ, juste du c'était pas combat. du sport. Non, je Ouais, pense Ouais, qu'au c'est ce que départ, j'allais dire. Il y a c'était aussi pas le du fait de combat. braver l'interdit. Ouais, il y avait un côté. C'est tu sais, ça il y avait qui le était côté, excitant. On a grandi avec Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer, j'ai envie de te dire. Hein, et T'as raison, je c'est pense ça. qu'on a tous voulu vivre ça. Quoi, moi Non, qui mais t'as regardais raison. du karaté Bushido, je voyais Valera où on nous expliquait qu'il avait tapé un Tsuki, il s'était énervé à des compètes et qu'il y avait des bastons générales. Tu dis, mais moi, jamais je pourrais vivre ça. Et coup de bol, j'arrive sur la génération MMA, donc tout le début du combat libre. Génération Jiu-Jitsu en France, tout le début du truc, et Génération Luta Livre, tout le début du truc. Donc là, c'était en fait ce que ces gars ont vécu avec le Kung Fu, le karaté, le Yaido, quoi. Bon, peut-être pas le Yaido, mais des styles qui ont été un peu popularisés, qu'on a pu grandir avec. On l'a vécu de l'intérieur, et avec toutes les histoires que ça peut créer aussi, avec les mythos et les mythes, tu vois. C'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Il faudrait faire une émission spéciale à cette époque. Parce que C'est ça, hein, t'as une vraie époque effectivement mythique du milieu des années 90 où tous les gens se sont mis à pratiquer le MMA et ou ce que c'était à l'époque quoi. Parce que c'est vrai qu'on a toujours eu, avec les personnes qu'on a accueillies ici, on a toujours eu en fait la vision de la naissance du jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, cette espèce de la vision un peu polissée de la chose, très lisse. Mais là, c'est vrai que Gilles Arsène l'avait un peu abordé, il y avait un côté un petit peu comme ça, mais là, c'est vrai que la façon dont vous en parlez, Nos deux petits philosophes là. ouais, on a presque le côté underground vraiment Mais de la chose. C'était underground quoi. Il y avait des compétitions, des affrontements, on sait plus comment ça s'appelait, qui étaient dégueulasses. Il n'y avait pas de staff, de Médical. sécurité, il n'y avait pas de staff médical. Quoi. Moi j'ai fait des compètes, c'était n'importe quoi. On me changeait ma KT, mes adversaires 2 secondes avant. Les règles changeaient pendant le combat. Tu vois, Ah bon on a vu Pendant le combat pendant Genre, le ouais, la combat, clé de genou en fait tu peux. Ça maintenant t'as le droit. Ouais, c'est ça. Genre, tu prends un coup, tu regardes l'arbitre il fait si, c'est bon, t'inquiète. Tu fais quoi, c'est bon, je vais me prendre un coup. Sérieux Ouais. Et c'était mais c'était Bah, on a eu ça aussi en Jiu-Jitsu. Hein. Tu te souviens, oui. Coupe d'Europe, quand on était à Vittel ou Evian. je sais Ah plus oui, quoi. oui, oui. Où au milieu, ils changeaient. Genre, on n'avait pas le droit d'une clé type en vrille. Puis d'un coup, c'est accepté. Quoi, tu vois, des trucs genre, tu te dis, mais pourquoi
Mais comment ça s'organisait? C'était les clubs entre eux qui montaient ce genre de cours, enfin ce genre de compétition, Alors, et avec leur staff, ils décidaient de faire un truc. comment ça s'organisait? Je pense que c'était une guerre d'ego. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent bon, on va faire un. Ce qui est la naissance du MMA, hein. Ce qui est la naissance du MMA, pur et dur. Hein. C'est des écoles qui s'affrontaient. Il faut voir ça au départ. C'était là, enfin, je veux dire, c'est nettement plus propre ce qu'il y a. Ah, c'est super maintenant. Ouais, c'est bon. super. Ah, c'est super. Ah, mais c'est super propre aujourd'hui. Propre. Ah, Donc voilà. c'était vraiment ambiance film Jackie Chan ou Bruce Lee où t'avais une école qui allait défier l'autre, quoi. Ouais, des fois, t'avais des cartes où genre tu voyais clairement que c'était deux écoles qui s'affrontaient. Hein. Bah, à l'époque, si on reprend à l'école, à l'époque Pankido, tu vois, la dernière fois, il y avait Olivier Millet, qui maintenant est ceinture noire du jiu-jitsu, etc., qui mettait une photo où il était en tenue de Votuat. Et à l'époque, tu te souviens, Votuat, c'était les grands ennemis Kempokan. Donc il y avait des matchs parce qu'ils combattaient à peu près de la même manière et tu avais Kempokan, Votuat. Et ils faisaient chacun des tournois à leur tour où, vu que c'était open, bah, tout le monde pouvait venir combattre. Mais tu sentais que c'était l'opposition très forte entre les deux styles, etc. Et ça terminait jamais mal. Pas de blessés graves, pas de grosses bagarres générales. Moi, de ce que j'ai vu. Non, on est en France. Ouais, moi, de ce que j'ai vu, Bon. j'ai rarement vu des trucs qui se sont mal passés. Au contraire, entre athlètes, c'était génial. Parce que tu vois, il y avait vraiment. On y allait et on avait tous peur. Hein. Il n'y avait personne qui se la jouait confiante. Hein. Ah ouais, vraiment, c'était des trucs où t'allais avec la peur au ventre. Bah, t'avais Vraiment. peur parce que tu savais pas ce qui allait se passer. Tu savais pas le style qu'on allait choper. Ouais, moi, je me souviens avoir combattu un mec du Muay Thai. Je faisais du karaté tradi avec un mélange avec je sais pas quoi. Et je me dis, je vais mourir. Dans ta tête, tu savais que t'avais aucune chance. Et je me suis vu gagner le match sur un Tsuki au plexus, voir le mec tomber. Et là, d'un coup, tu dis, ah ouais, karaté, ça marche. Mais tu sais, t'as quand même un doute quelque part. Et je me fais défoncer en finale par un mec qui était du Shidokan, qui m'a tué les jambes, tu vois. Et c'est là, tu savais pas ce qui allait se passer. Tu savais pas. T'arrivais, tu savais pas. T'avais vu l'UFC, tu voyais comment c'était dégueulasse de 1 à 7. Allez, on va dire de 1 à 10. Ouais. Bah, Non, dégueulasse. c'est dégueulasse. Jérémy, c'est dégueulasse. Regarde l'UFC 1, Comparé à c'est nul. aujourd'hui. C'est Comparé à que aujourd'hui. des combats qui durent 30 secondes. Mais non, mais tu viens de le dire, tu dis compare à aujourd'hui. Mais c'est pas le même Ah, sport. mais non. Ah non, Mais oui, donc pourquoi comparer? Dégueulasse ou pas dégueulasse, c'était Non, une mais- recherche mais- complètement mais différente. Mais d'un point de vue, tu Spectacle. voyais qu'il y avait Mais pas de spectacle il y avait ou pas de esthétique. liaison. Non, mais il y avait pas de liaison, c'est-à-dire que on savait pas. Oui, mais on s'en vraiment fiche, c'était pas la Ah bah recherche. non, c'était pas la recherche. Aujourd'hui, c'est un show. On leur a mis des mitaines, on a Ah bah non, enlevé non, les c'est coups de même tête, chiant, mais- mais c'était un peu bon. Allez. Mais c'était pas la même recherche. On parlait tout à l'heure de philosophie et de. C'est Roy Gracie, c'est ça, qui est arrivé et qui a dit, les gars, le jiu-jitsu brésilien, y a rien d'autre. C'est ça qui marche. Ça va vous battre. Ils ont dit, ok, très bien. Bah, puisque tu parles comme ça, on va voir. On va voir. Le but, c'était ça. Il y en avait pas d'autre. Dégueulasse. Non, mais Oui, là- dégueulasse parce qu'il y avait Non, un côté un peu bordel, mais Oui, puis surtout, il se passe rien en fait. Les tu combats. le compares au MMA Et puis d'aujourd'hui. c'était trop amateur. C'est-à-dire que tu sentais que même les Leurs gars. combattants c'était pas des mecs d'un niveau ni préparé, Mais oui. ni quoi que ce soit. C'était moche. Tu vois, Le tu te box- souviens toi des le boxeur qui des Kempoka qui combattaient. Tu comprenais pas pourquoi ils combattaient comme ça. Et quand tu voyais, bah, c'était des mecs qui étaient 4e ou 5e dan de leur style, mais qui étaient pas des gros compétiteurs non plus, qui étaient pas des gars qui faisaient beaucoup de combats. Les mecs les plus propres, c'était les gars qui faisaient de la lutte, qui faisaient du MMA et qui faisaient du jiu-jitsu. Mecs qui faisaient des kempo, des styles de karaté un peu bizarres ou des styles philippins, indonésiens, X ou Y. Ça faisait très amateur. Quoi, tu vois, ça faisait pas des gens habitués à la confrontation. Alors que maintenant, ok, il y a tout qui a changé, mais les gens sont habitués. Imagine, moi, je venais d'un style de non-contact et j'allais dans un style au KO. Automatiquement, on n'a pas les mêmes logiques et ça donne des trucs un peu sales. Parce que c'est pas aussi propre qu'un gars qui fait du Muay Thai et qui a eu l'habitude de monter X fois sur le ring, etc. etc. C'est pour ça que quand je parle, c'était un peu sale. Sinon, les mecs, c'était quoi? Moi, les premiers UFC, j'ai vu surkiffer. C'est pour ça que je voulais faire ça. Moi, la première fois que je l'ai vu,
on se cachait pour regarder les combats. Genre, on n'avait pas envie que nos parents voient qu'on voit ça. Enfin, après, de mon milieu social à moi, il y avait un truc un peu comme ça où. Non, mes parents ils voulaient déjà pas que je regarde des BZ, alors imagine-toi. C'est ça, tu vois. Ça, à chaque fois qu'il passait, je me rappelle, j'avais la télé comme ça et puis le salon était derrière. Chaque fois qu'il passait, paf, j'éteignais quoi, comme si je regardais un film porno. C'était un truc où il y avait ce truc là, on n'avait pas le droit. Et pourtant, je regardais ça et j'ai dit, pourquoi tu te marres? Parce que je pensais à la même, je vais pas la dire comme le film porno, je vais pas. Ouais, voilà. Ah, puis il y en a qui ne coupent pas le film porno quand leurs parents passent derrière aussi. Hein, il y a un truc comme ça. Faut voir. Et j'étais là et je me suis dit, putain, là je suis en train d'assister à une révolution. On assistait à quelque chose qu'on voyait que dans les films. Et ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui l'ont, et moins jeunes, hein, qui se sont fait la même réflexion. Là, c'était la recherche c'est le mythe du surhomme. Exactement. C'est Nietzsche à fond. Exactement. C'est-à-dire que on ne savait pas. On regardait les premiers UFC et on regardait un mec et on disait potentiellement lui, ça peut être le gars qui envoie une boule de feu. Et à chaque fois, non mais c'était ça, c'est-à-dire qu'on voyait des mecs. On s'attendait à l'escalade. On s'attendait à l'escalade. On s'attendait à avoir comme dans Dragon Ball hein, d'ailleurs, hein, un mec qui vient qui a l'air de rien mais qui a la technique ultime. Et chaque fois donc il présentait des nouveaux. C'était purement martial au final. C'était purement martial. Et moi je trouve que justement les gars du Penchak ils avaient vachement de mérite parce que quand tu regardes en fait les gars du karaté tout ça, c'était des mecs qui étaient quand même reconnus dans leur milieu, qui prenaient des risques et qui venaient avec une profonde authenticité. En disant, voilà, moi je crois en mon art et je vais démontrer que c'est plus fort. Et nous, on était dans le doute. C'est-à-dire qu'on regardait les premiers UFC, on disait, et si c'était là? Et si c'était là? On cherchait à chaque fois le mythe du surhomme. On cherchait le Super Saiyan. Pourquoi? C'est naturel à l'humain. Oui, mais pourquoi on pourrait vivre sans chercher? Enfin, là, on parle de violence. Ça pourrait être le mythe du surhomme. Oui, mais ça pourrait être dans la réussite professionnelle. C'est bon, en l'occurrence, beaucoup. T'es dans le reptilien. Les trucs bagarre, sexe, bouffe, j'ai envie de te dire, c'est le truc ça fait partie de nous, au plus profond de nous. Même les gens qui détestent, ils sont fascinés par ça. La violence fascine, c'est quelque chose de très bizarre. Les gens vont dire ah c'est horrible, mais ils enlèvent pas leur regard, ils se barrent pas. C'est quelque chose, c'est un besoin de savoir, tu sais, c'est très animal, on a besoin de savoir quel est l'alpha. Qu'est-ce qu'est un alpha? Et partout, tu l'as dit, même ça peut être dans le boulot, bah, tu vas avoir les alphas du boulot. Mais tu vas toujours rechercher une espèce de figure d'autorité pour pouvoir inconsciemment avoir une espèce de protectorat au travers de ça. Alors que ce soit du style, à ce moment-là dans un style martial, ou C'est-à-dire, tu penses qu'il y a des gens qui regardaient, enfin en l'occurrence ça a un peu fonctionné sur moi, parce qu'après mais tu penses que certains regardaient et se disaient ça me permettra de choisir le sport ou la technique de défense demain? Moi je vais prendre mon cas, moi je faisais du karaté, du judo, jujutsu. Non, je faisais que du karaté à ce moment-là. Et j'ai vu Royce. Le lendemain, j'étais au dojo, j'ai fait mon cours de karaté. Après, je suis monté au dojo d'au-dessus, je suis allé faire judo. Je me suis inscrit le lendemain. J'ai commencé le judo comme ça aussi. Je me suis dit, attends, je me fais chier à mettre des tsuki dans des trucs, à mettre des coups de poing sur des trucs, etc. Mais en fait, ça marche pas. Un mec, s'il m'emmène au sol, je suis foutu. Donc, vu que moi, je voulais rester karatéka, je me suis dit, il faut que j'apprenne leur technique pour éviter qu'ils viennent m'embêter. Quand tu vois, pour les battre, quoi. Et tu te dis, il y en a plein qui ont fait ça. D'ailleurs, à ce moment-là, la fédé de judo, jujitsu, ils ont pris du monde, surtout grâce au mot jujitsu. Parce que les gens, ils se sont dit, c'est le style qui est fort. On se disait plus, tiens, c'est le Muay Thai, alors que pendant les années 80, c'était Muay Thai. Tout le monde voulait faire Muay Thai, début 90 même. Muay Thai, c'était, je fais du Muay Thai, je suis un surhomme. Alors qu'à ce moment-là, t'as un petit gringalet qui te fait un takedown dégueulasse, qui te flingue des mecs qui sont énormes comme Ken Shamrock. Il est là le mythe du surhomme. C'était ça Royce Gracie, c'était le mec tout petit qui avait l'air de rien, ouais, qui éclatait des Golgoth quoi. Et parce que je pense aussi que d'un point de vue humain, on a toujours besoin de poursuivre quelque chose qui nous dépasse. Et c'est un vrai moteur, hein, c'est un vrai moteur sur d'autres plans. Et le mythe du surhomme, ça fait partie de ça. Et c'est vrai que là, on parle de sport de combat, mais d'un point de vue sociologique, d'un point de vue sociétal, les gens sont attirés par comment il s'appelle, le mec de Apple, enfin voilà, le mec de Tesla, Steve Jobs. Steve Jobs, il parle de ça. Il y a une espèce de vision pyramidale de la société qui drive en fait les motivations profondes des gens. À toujours penser que on va devenir très riche sans savoir ce que ça veut dire être riche, sans savoir à combien ça correspond.
Moi, j'ai toujours étonné de voir que. Être très fort sans savoir à quoi ça correspond d'être très fort, exactement. Exactement. Être le plus fort. Le plus fort, mais ça veut dire quoi plus fort, c'est une ceinture, c'est un vrai, titre, c'est être capable C'est de battre un avoir mec un plus fort. Voilà. Ça Enfin, va en flingue, tu vois, j'aurais te Ouais, dire. mais là, on n'est plus dans l'humain, là. Ouais, mais c'est ça. Mais non, mais tu vois, c'est là où après c'est important de voir qu'est-ce que ton propre cadre. Parce que être le plus fort dans un art de combat, j'ai envie de te dire, tu tires. C'est fini, ouais. Royce Fini. Gracie, Et il c'est arrête un pas les art de battes. combat, Voilà. hein, quoi. Royce, n'importe qui. Hein. Tu prends Woodley, hein, il est super bon. Bah, je lui mets une balle dans la tête, il est pas bon. Après, Il perd quelques ceintures. Voilà. ouais, il a plus la ceinture du UFC, il me passera pas de Bravo, quoi. C'est mort. Ouais. Mais tout dépend après ce qu'on met. Mais effectivement, c'est toujours cette notion à vouloir. De toute façon, on a besoin, Dao le dit bien, hein, on a besoin d'une figure d'autorité à un moment donné sur laquelle se référer. Parce que la référence, ça nous permet de nous dire je peux aller là. Quitte à tuer la figure d'autorité pour dépasser. C'est un peu le but, quand même, de manière C'est générale. l'idée. Bah, c'est quand on donne des cours, notre but, nous, en tant que prof, c'est qu'on se fasse démonter par nos élèves. Quoi. Tiens, c'est hyper intéressant, là, pour le coup, ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses de ces profs? On en connaît, il y en a, hein, je veux dire. Et c'était, je crois que c'est Mathias Jardin, d'ailleurs, qui a lancé cette c'est pas une polémique d'ailleurs, qui a lancé Oui, cette bien discussion sûr. sur. Tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien quand? Sur Facebook. Sur notre podcast, il en a parlé aussi, hein, de ça. Il en avait parlé aussi, ouais. Ces professeurs qui finalement, passé un certain niveau, en fait, ne veulent plus tourner avec des gens de leur académie qu'ils estiment, hein, on va parler d'estime plus fort qu'eux, et ou même quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent, refusent de tourner avec eux sous des prétextes fallacieux ou, Bien sûr, ou bien pas, hein, peut-être c'est réel. Comment tu vois, toi, ce genre de personnes-là? Bah après, c'est l'ego, quoi. Il y a l'ego, il y a tout le monde qu'on se fait sur soi-même qui travaille. Hein. C'est le travail perso qu'on voit. Moi, je trouve ça cohérent. Au contraire, tu entraînes des gens pour qu'ils te battent. Tu sais que tes élèves doivent te dépasser. Mais c'est dur, non? Toi, Voilà, t'aimes. Alors, t'as probablement des élèves qui t'ont fait taper. Ah oui, et puis, T'es content? Moi, j'ai Kenji qui il a commencé le jiu-jitsu avec moi. On fait du MMA ensemble. Il me pète en 19, tu vois. Pourtant, il est pas fort, hein, Kenji. Hein. Non, il est pas très fort. faudra que je lui répète quand il arrive. Mais t'es content vraiment? Tu te dis pas merde, putain. Ah Genre... non, je me dis il m'a fait mal, mais hormis le fait que je me dise il m'a fait mal, je me dis non, c'est cool, je suis super content qu'il soit arrivé et qu'il monte encore, parce qu'il est tout jeune encore. Donc c'est ça que je kiffe. Et toi, tu te dis pas maintenant il faut que je progresse, faut que je le rebatte? Non, je me dis moi je fais mon chemin sur mon chemin, je fais ce que je peux, mais il y a quoi, la chance qu'on a dans les arts martiaux, je pense, c'est que tu te rends très vite compte que tu as des gens que tu battras jamais. Jamais. Je sais pas. Moi, enfin, C'est ce que disaient les frères Olivier aussi, hein, ouais, qu'il y avait mais une espèce de logique. Ils disent ce qu'ils veulent, les frères Olivier. Ils sont plus là. Voilà. Mais en fait, alors ça c'est mon point de vue. Il y a des gens, je sais probablement que je pourrais jamais les battre, mais j'ai toujours envie de les battre. Faut Ouais. que je les batte, tu vois. C'est deux choses différentes. Ouais, mais Bah, je sais pas, ça a rien peut-être. à voir. Ah ouais, ok. Pour moi, j'ai eu la chance de combattre avec pas mal de pros de MMA. Notamment, j'avais la chance à l'époque de m'entraîner beaucoup avec Greg Bouchlagem. Et on se tapait, quoi. Nos entraînements étaient d'une intelligence sans nom. On faisait 10 rounds au KO et on devait se démerder. Tu vois, c'était comme ça qu'on préparait le Pride, ce qui était plutôt intelligent. Donc, en gros, autant dire que je me faisais flinguer 90% du temps. Et de temps à autre, je gagnais, on sait pas comment. Et on en parlait souvent. Et on me disait, Greg, sur la majeure partie du temps, quoi, même tout le temps, je pouvais pas gagner. S'il se donnait à fond, je me faisais démonter à chaque fois. Et ce qui est chouette, c'est que ça te permet de te dire, mec, t'as une limite. Et accepter sa limite dans les arts martiaux. C'est accepter la soumission aussi. Hein. Exactement, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est accepter de dire, bah ouais, les mecs sont plus forts. Ça veut pas dire que tu vas pas te motiver pour dire, moi, tu vas pas m'avoir ou je vais t'avoir. Mais tu sais globalement que tu le bats pas. Tu sais que globalement tu gagnes pas, Non, mais dans ta Tu vas tête, faire au mieux. au moment du combat, Tu tu fais au feras mieux. tout pour gagner. Ouais. Tu fais au mieux. Ouais, ok, mais c'est ça. tu restes avec cette notion de dire. Quoi, moi, je trouve que la beauté des arts martiaux, c'est de nous rendre notre rapport à nous-mêmes et d'enlever les espèces d'expectatives et de fantasmes qu'on se fait. Toi, et c'est encore là, on revient sur le thème général. Du surhomme, ouais. Exactement. En fait, tu sais te placer quelque L'UFC, part. ça nous a remis en place. Quand moi, j'allais me bastonner avec d'autres gars, c'était pour savoir si toi qui me dis que tu peux me tuer avec le ki, bah quand je te mets un gauche-droite ou que je te fais un mataleo, est-ce que tu t'endors comme un être humain normal? Est-ce que tu me fais sauter mon foie, mes yeux, mes organes internes? Tu vois, c'est ça. Les arts martiaux, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une forme de réalité commune qui est le chaos, la soumission.
D'accord ? C'est une réalité pour tout le monde. Et ce qui est beau, c'est que te dire, je peux me dire, ouais, mais un de ces quatre, je te taperai là ou je te ferai telle ou telle clé ou tel étranglement. Mais si jamais je te le fais, ça reste juste dans ma tête. Et quand je fais ça à chaque fois que je tape, je me rappelle juste à moi-même que cette réalité, dans cet instant-là, c'est ça. Et je peux me dire, ouais, dans 10 ans, je vais pouvoir, ou un jour peut-être, ouais. Mais ça reste du fantasme. Ça reste peut-être une stimulation, une motivation, mais ce n'était pas une réalité. Les arts martiaux, comme on les fait, on a la chance de faire avec Luta, BJJ, MMA, etc., et les box, c'est dire, on rentre dans un cadre de réalité commune et on arrête de parler de peut-être. Donc ce que tu dis en gros, c'est que quelqu'un qui fantasme son fonctionnement dans les sports de combat, qui fantasme son être, qui fantasme sa manière de se comporter de manière générale, mais dans son sport aussi, ne peut pas évoluer dans son sport. C'est-à-dire que cette personne-là ne sera jamais ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, ne passera jamais... Observe. Peut-être, hein, franchement. Enfin. Sauf si c'est ce qu'explique Pank. Ça faisait beaucoup d'explique pas. C'est que si tu te mesures pas à plus haut et que tu n'as pas cette volonté d'avancer, mais donc accepter cette vérité à un moment qui est que tu vas taper contre plus fort que toi, je vois pas comment tu peux évoluer, je vois pas comment tu peux monter. Sinon, tu restes dans des styles tradis. Tu vois, les styles tradis. Voilà, qui ne sont pas testés, en Aiki, exactement. Moi, j'adore l'aiki dans le principe. Le principe, je le trouve génial. Aikido, pardon. Ouais. Je trouve le principe génial, mais la réalité factuelle, c'est de la merde. Quoi, tu vois, faut à un moment ou un autre être réaliste. Ouais. Ça fonctionne pas. Et pourtant, j'adore le style. Là, tu t'avances quand même parce que Steven Seagal, tu dirais ça devant Steven Seagal ? Je lui dirais. Attention, parce qu'il est chaud, Steven Seagal. Ouais, il était 7ème dan à Ikikai, mais qu'importe. Il s'entraîne plus et tu sens que c'est un mec qui est complètement à l'ouest. Ah, c'est un gros lard un peu maintenant, c'est chaud. Hein. Mais qu'importe, tu vois, l'idée, c'est la réalité. Je cautionne pas, moi. La réalité fait que. C'est ce qui fait qu'à un moment, le mec, il pense qu'il va te faire avec des... tu vois, on prend les trucs de Dillman, tout ce qui est points vitaux, je vais vous faire tomber. Et à un moment, tu dis avec ses propres élèves... Moi, j'ai eu la chance de le faire une fois avec un mec qui étudiait les points vitaux. Je lui dis, viens, on se fout sur la gueule, pleine bourre, et tu tentes de me buter mes points vitaux, tu vois, allons-y. Sauf que là, il n'y est pas arrivé et que le travail... Pourtant, je ne suis pas un très bon percussionniste, j'ai réussi à le mettre pas bien. Et à ce moment-là, il me dit, ouais, mais c'est différent avec toi. Je dis, mais non, c'est ton fantasme vient de se casser la gueule face à une réalité d'un mec lambda. Alors imagine face à un pro de Muay Thai, un pro de MMA, un pro de truc, il te massacre la gueule et tes points vitaux, ils te servent à rien. On l'a vu beaucoup tourner sur Internet, les vidéos Maître Kai contre MMA. Tout à fait. C'est toujours MMA qui gagne, hein, soyons très clairs. La réalité du combat est intéressante. En fait, c'est ça qui est beau. C'est sortir d'un fantasme, même si... On parle d'autre chose après, tu parles du chi pour aller bien, etc. Pas de souci. Mais ce qui est beau dans le combat, c'est qu'on arrête, on sort de l'espèce de mytho qu'on peut se dire à soi-même. Hein. Ouais, mais il y a un truc, pourquoi aller embêter les gens ? Enfin, pourquoi aller les embêter s'il est heureux ? Enfin, pour le Dao, je sais pas comment tu vois, mais... Parce que là, on a bien eu ta vision, hein. C'est-à-dire qu'on a bien compris que tu as été chercher les gens qui avaient ce fantasme et tu leur as dit, je vais vous défantasmer immédiatement. Bonjour, je vais vous désenchanter immédiatement. On a tous des objectifs différents. Mais pourquoi les embêter ? Non, mais moi, j'embête plus personne, moi. Je suis vieux, donc... au départ, on ne savait pas, donc on explorait. Et une fois qu'on sait... C'est ça, c'est un truc de jeune. On va se focaliser. Et moi, très rapidement, j'ai vu que dans le jiu-jitsu brésilien, j'allais m'épanouir. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais de la percussion. Et après, j'ai dit, bah non, moi, j'ai envie d'être bon au jiu-jitsu brésilien parce que je retrouve tout un système de valeurs qui correspondent à la quête que je me suis mis. Et il y a quand même des choses où il faut être enfin, il y a des choses qui sont évidentes. On vieillit tous. Et un léger a toujours plus de mal qu'un plus lourd. Donc moi qui suis léger et qui commence à engranger pas mal d'années, il y a un moment, si je veux continuer à m'amuser, il va falloir que j'accepte que je peux taper, je peux me blesser. Donc si je suis pris dans une clé par une ceinture blanche, je tape. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire un faux mouvement et d'être obligé de s'arrêter de s'entraîner pendant plusieurs mois. Ce qui est horrible parce que dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on adore ce sport ? C'est de pouvoir en faire tout le temps. Et c'est le sentiment qu'on a derrière, quoi. Donc, je pense qu'il y a un gros travail introspectif où il faut acquiescer. Moi, je suis ceinture noire en lutte livre, ceinture noire en jiu-jitsu brésilien.
Eh ben, tu sais quoi? Ouais, il l'a dit avec une certaine fierté. On va te ramener à la réalité là. Non, mais On est 3 et on est plus jeunes, ok? non, mais justement, c'est. Tu vaux rien. Je pourrais, tu vois, dire voilà, je reste bleu, violette pendant les années. Et puis voilà, bah, de toute façon, c'est normal que je tape parce que voilà, je suis bleu-violette. Quand tu arrives et que tu es ceinture noire, il faut trouver une autre motivation pour continuer à s'entraîner. Et se raccrocher à la couleur de ceinture, c'est la plus mauvaise des motivations. La ceinture noire, elle va apporter d'autres choses. Le côté peut-être du développement d'être un ambassadeur, l'exemplarité, le courage et tout ça. J'ai fait le tour des clubs là, pendant mes vacances. J'ai 45 ans quand même. Hein. J'arrive avec mes 65 kilos. Si à un moment donné, j'ai pas un Tu état. cherches beaucoup d'excuses quand même. On On sent que tu t'es fait massacrer cet été. Tu cherches beaucoup d'excuses. T'avais mal mangé, peut-être. Tu faisais la compta toute la nuit. J'essaie d'anticiper, on va dire plutôt. J'essaie d'anticiper. Et donc voilà, si t'arrives, voilà, faut accepter que tu vas te faire défoncer par des bleus parfois parce que. Et tu vois, là, on part là dans 2 jours faire les Panames à New York. Je combats en Master 3. En Nogi, c'est ça, en vous Master partez à 3 New York, ceinture noire. Je suis très réaliste sur le fait qu'il est plus difficile de gagner en adulte ceinture bleue, à mon poids, qu'en Master 3 en ceinture noire. Mais pour moi, c'est une évidence de chez évidence. Il faut l'accepter. Donc ça veut dire que là, tu acceptes le fait que demain, on te dit il manque un combattant en bleu, machin. Tenez, monsieur Dao, vous qui êtes jeune et plein de vie, vous qui êtes ceinture noire, tu t'es allez-y. massacré. Ah ben c'est sûr. Bah oui. Mais c'est sûr. Bah évidemment. C'est sûr. Pendant Mais que c'est Franck a dit, bah oui. c'est des mecs de 18 ans qui pratiquent depuis qu'ils ont 8 ans. Parce qu'aux États-Unis, Ça, tu peux rien y faire. les classes kids, il y en a à foison. Ces gars-là, ils sont nés avec YouTube. C'est-à-dire que nous, pendant des années, on a pris les techniques pourries. Et au bout de 10 ans, on s'est dit, en fait, ça marche pas. Ben oui, c'est de la merde. C'est de la merde. Ils nous vendaient des séminaires à 100 balles et ils nous montraient la moitié des techniques. Non, tous les Brésiliens sont pas des salauds. Attention à ce que tu dis. Non, j'ai Ouais, dit- c'est vrai, il y a eu un truc J'ai là, dit, on l'a raté. Ces salauds de Brésiliens. Ah, ceux qui te faisaient les C'est ceux séminaires, à qui d'accord, j'ai ok. payé 100 balles pour Rocky Attention Mamadou parce qu'on Nana. sait que Flavio Santiago nous écoute. Ah, mais hein, quand même. Flavio, c'est Flavio. C'est le plus français des Brésiliens. Putain. Oui, lui c'est encore un cas. Mais voilà, donc évidemment qu'on n'a aucune chance. Les mecs ils sont souples, endurants, ils font que ça. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que pour te dire au final que la ceinture noire, voilà, c'est beau pour la photo, quoi. Il y aurait un vrai truc, un vrai podcast philosophique à faire sur les ceintures. Pour le coup, la couleur des ceintures en jiu-jitsu, c'est tout un truc, on en parle tout le temps, à chaque épisode, je pense. Et il y a tout un truc quand même là-dessus. Hein. C'est très spécial le rapport qu'on a aux ceintures. Et moi, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ce qu'ils disent parce que la ceinture violette est une ceinture. Bon, moi, je suis ceinture violette. C'est une ceinture assez importante en jiu-jitsu brésilien. Oui. C'est la plus importante. On C'est est la plus d'accord. importante. Il y a un truc comme ça, c'est un espèce de virage, il y a une espèce de charnière en fait. Tu sais pourquoi? Oui, mais je te laisse répondre. Je plaisante, j'en ai aucune idée. Moi, c'est ma vision du truc. C'est-à-dire que je me dis, en fait, c'est le moment où tu choisis si tu continues ou pas. Et si tu continues, quelque part, on attend quelque chose un peu de toi. Ouais, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Si tu veux ta violette, c'est. Enfin, si tu veux vraiment finir ta violette, tu vas jusqu'au bout parce qu'en fait, personne ne s'arrête en ceinture marron. En fait, la ceinture violette, elle est importante parce que c'est une ceinture qui est centrale, c'est une ceinture pivot. C'est-à-dire que c'est celle qui te permet d'enseigner à des blanches et à des bleus, et faire progresser des bleus, et celle qui te permet de faire travailler des marrons et des noirs. Donc elle a un rôle très important au sein d'une académie. Et puis elle te permet aussi de devenir qui tu es dans ton jiu-jitsu. C'est la transition où tu commences à découvrir qui tu es. C'est-à-dire que d'un point de vue purement de ton jeu et de ton être, c'est quelque chose qui est central pour ta personnalité dans ton jiu-jitsu. Donc c'est une phase qui est hyper importante. C'est pour ça que la marron, on s'en tape. La marron, quelques vrai, mois, hein. un Tout an, le on monde s'en dit- fout. Tout le monde dit que la marron, c'est en juste la transition. qu'elle a Voilà, pas beaucoup c'est une ceinture de d'importance. transition, exactement. J'ai un vrai problème avec cette ceinture violette. Adrip, on en parlait tout à l'heure, tu le sais, c'est-à-dire que l'année dernière, en fait, je me suis absolument pas entraîné, enfin très peu parce que pas le temps, parce que pour plein de raisons techniques. Or, c'était ma première vraie année de ceinture violette, c'était ma première année, et je suis dans une période là, un truc très très particulier. Le retour, je sens, va être très compliqué. On sent que t'as pas trop envie de te remettre dans un vrai club, là, que c'est dur là. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. C'est triste. L'auditeur de Cassagne FM,
envoyez des MP à Jérémy, mettez des commentaires et dites-lui, Retourne. Jérémy, retourne à l'entraînement, va t'inscrire dans un vrai club, arrête de faire ton Ronin et va t'entraîner quoi. Dites-lui s'il vous plaît, de ma part. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu me disais la dernière fois quand tu me disais on sent que t'aimes bien dire que t'es un Ronin et que t'as pas de club. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu expliquais, Dao. En fait, je viens de comprendre maintenant pourquoi ça me faisait du bien en fait de dire ça. Parce que ça me laissait le droit à l'échec. C'est-à-dire que, comme on a passé un an à tourner à droite à gauche. Si tu continues, ils vont te facturer la séance de. Mais c'est pour les auditeurs que je fais ça. C'est pour les auditeurs que je fais ça. Je me livre. Mais non, mais et c'est vrai que ça te donne une excuse. Tu dis oui, mais comme tu vas de club en club et tout, tu dis oui, mais j'ai pas tourné, je prends pas de cours. Tu vas taper comme tout le monde dans un club avec des bonnes ceintures marron. Et c'est ça qui m'embête. Des bleus de compétition qui vont bien te défoncer. Mais c'est ça le bonheur. C'est ça le jiu-jitsu. C'est ça qu'on recherche. Il y a une importance. Il y a un aspect dont on parle pas souvent, je trouve, dans le sport, c'est l'aspect protocolaire. C'est-à-dire que, suivant, pour moi, il y a différentes manières de tourner. On a l'impression que c'est beau de décoffrage, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a les combats, on se check et on y va. Mais quand tu regardes les choses avec finesse, tu vois qu'il y a des protocoles. Il y a des protocoles entre les ceintures, entre les poids, les âges, les recherches introspectives de chacun. Il y a beaucoup plus de nuances et de finesse dans le sparring que l'on peut croire. Et derrière ça, il y a une vraie science. Ouais, je pense qu'on le sait tous en vrai, ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on combat en sparring, il n'y a que les deux qui combattent qui savent ce qui s'est vraiment passé. Et on peut mentir autant qu'on veut en sortant en disant « Ah, t'as vu, j'y étais doucement, alors que j'y étais comme un bourrin. » L'autre, il sait que tu mens. Tu sais que l'autre sait que tu mens. Mais tu peux garder la face quand même au point de vue des autres, devant les autres, mais finalement, la vérité entre moi et mon sparring, elle est claire et précise. Mais moi, je pense que ça vaudrait le coup d'expliquer, d'essayer déjà de mettre sur table ces différents protocoles, parce que ça mettrait beaucoup de gens en paix. C'est-à-dire que des fois, les gens conceptualisent les choses de manière abstraite dans leur tête, mais ils ont besoin que ce soit écrit noir sur blanc pour comprendre ce qu'ils ont vécu et l'accepter, parce que finalement la plus grande liberté c'est l'acceptation et accepter. C'est savoir que d'autres le vivent aussi, hein. L'acceptation se fait par là, hein. Exactement. Et moi, la notion de protocole, j'ai trouvé hyper présente dans la visite des autres clubs, parce que je venais de France, j'allais dans un club où tu arrives dans un club et tu vois, par exemple, je sais pas moi, il y a 50 mecs sur le tapis, tu vois les gabarits, tu as des mecs, tu sais clairement qu'ils ont été dans les podiums des championnats du monde et tout. Et pour autant, on sait toujours que ça se passe toujours bien à la fin. Même si tu te dis, le mec il vient de France, ils vont vouloir te défoncer, etc. Et au final, ça se passe toujours bien, parce que les mecs ils tournent pas à fond, toi tu tournes pas à fond en même temps, parce qu'ils savent que tu viens, etc. Sauf comme tu Pourquoi tu ris? Un faux furieux comme lui, mais. Pas en cri, pourquoi? J'étais juste en train de penser à Kenji quand je lui ai dit, mais alors toi, quand tu vas dans d'autres académies, tu tournes comment? Il me dit, je suis là pour gagner. Je suis là, d'accord. Ça, c'est Kenji, ça. Non, mais c'est ça qui est joli. Il prend très très mal une personne qui ne va pas à fond, sparring, pas sparring, machin, il le prend très mal, Kenji. Ouais. C'est super intéressant, parce que moi, j'ai pas du tout quand je suis pas dans mon académie, j'en ai rien à foutre de taper toutes les 8 secondes, je m'en fous. Et encore dans la mienne, je m'en fous aussi, mais c'est pas la même chose. Moi, je suis très relax dans le fait de me dire, je suis pas chez moi. Mais c'est un protocole, c'est un protocole. C'est ça, c'est le respect de plein de choses de par diplomatie, rapport au truc. Tu vas pas dans une académie pour. Et le prof souvent il te défonce pas. C'est-à-dire que il peut te. Non mais notre sport il est tellement technique que il y a énormément de nuances que tu peux mettre dans ta manière de tourner. Et déjà, tu tournes pas de la même manière quand tu es dans ton dojo qu'en compétition. Déjà, tu sais qu'il y a un monde entre les deux. Tu tournes pas de la même manière suivant les gens que tu as. Voilà, et je pense qu'il y a une espèce de protocole très clair. Il y a un échange. On est là pour. Moi, je veux dire, quand je tournais, j'étais pas à 80%, j'étais à peut-être à 60%, 50%, parce que mon but c'était d'échanger, de vivre des instants dans un environnement différent et de capitaliser sur les ressentis que j'avais à ce moment-là. Je pense que c'est un truc de vieux. Quand tu vois, non, mais faut être sincère. C'est un truc où à un certain âge,
quarantaine, cinquantaine, et soixantaine, etc. Tu penses comme ça, quand t'as 20 piges, t'es plein de foutre et d'hormones et t'as juste envie de dire bon, je vais te péter ta gueule, je viens de truc, je suis ceinture violette, j'ai fait champion de France ou je sais pas quoi, j'ai envie de te péter ta gueule, c'est tout. Et c'est très sain. En fait, je pense qu'il faut aussi voir ça. Comme tu disais, toutes les nuances, c'est aussi l'âge. Si t'es un compétiteur, La sagesse, c'est hein. normal que t'aies la dalle, il faut que t'aies la dalle. Faut oser quand tu vas dans des open mat, bah ouais, au départ tu fais style t'es mignon, puis au bout de 3 fights, tu vas pleine balle parce que c'est ton objectif, t'as envie de faire des podiums, t'as envie d'être bon, etc. Ouais, alors je vois ça de ma lorgnière, j'en suis conscient, mais il y a derrière ça quand même une véritable étude démographique à faire du jiu-jitsu. Moi je vois beaucoup maintenant de gens sur le retour, des gens, nous à NCU, on voit beaucoup de gens de 40 oui, Infinity, pardon. Ah oui, c'est vrai que vous êtes plein. Ouais, c'est Infinity, ouais. De 40 balais qui arrivent et qui disent voilà, j'ai envie de reprendre le sport et je sais pas quoi faire. Donc j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien. J'ai envie de faire un sport de combat. Donc dès que tu mets sport de combat martial, forcément à un moment donné, le jiu-jitsu brésilien fait partie des options. Ils viennent et puis ils se disent mais c'est génial, on se donne à fond. Il y a un engagement, on ne se blesse pas. Et ben Et c'est efficace. Et c'est efficace. Et tu vois, l'essence du midi, moyenne d'âge, 40 balais, 45 ans, 40 ans. Et voilà, et le soir, plus de jeunes, etc. Et il y a une concentration, c'est-à-dire qu'il y a un véritable engouement autour de ce sport, de gens qui, à 40-45 ans, leur disent mais il est hors de question de se laisser aller physiquement. Et donc, tout d'un coup, tu as une sorte de vague de gens qui arrivent comme ça. Et moi, je l'ai vu aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, il y avait énormément de gens qui avaient plus de 40 ans qui s'entraînaient, quoi. Il y avait effectivement les jeunes. Et eux, par contre, les États-Unis, ils sont beaucoup plus business professionnel. Donc, ils font des cours plus courts, mais genre des cours de moins de 75 kilos, plus de 75 kilos, parce que ça, on peut en parler aussi. Des cours de plus de 40 ans, des cours de moins de 30 ans, 20 ans, des ceintures blanches, bleues, etc. Et tout. Eux, ils ont vraiment segmenté. Il y a un vrai truc en plus quand même aux États-Unis avec le jiu-jitsu brésilien. Pour eux, c'est quelque part le sport parfait parce que ils n'ont pas la sécurité sociale. Un sport où tu te blesses, tu bosses pas. Ici, tu bosses pas, t'es payé. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, il y a quelques années, une vraie explosion du jiu-jitsu brésilien. Parce que c'est vrai que si tu le fais là, intelligemment, tu te blesses pas. En boxe, t'as beau le faire intelligemment, il suffit que le mec en face, il va te blesser. Hein. Il peut te blesser, tu as un œil au beurre noir, tu vas pas bosser comme ça. Enfin, tu vois, il y a des trucs, c'est quand même un peu compliqué. Le jiu-jitsu brésilien, c'est vrai que ça fait partie de ces sports où tu peux ne pas te blesser. Tu peux t'entraîner sans te blesser. Et si tu comprends la notion de protocole, c'est encore mieux parce que tu peux te décider. Il y a des gens qui travaillent sans la soumission. Il y a des gens qui n'aiment pas soumettre. Hein. Il y a des gens pour qui la soumission. Ils aiment pas. Prendre un mec, il peut arracher un bras et tout. Eux, ils sont contents quand ils ont passé la garde, quand ils ont mis des points et des positions. Réaction de Pank. Non, là, toi, c'est pas pour ça, là. Hein. Ce mode de fonctionnement-là, c'est pas le tien. Non, mais moi, je suis pour la sub. Après, la sub, tu peux le faire cool. Tu peux. T'as pas besoin d'aller comme une brute. Et si tu notes pour toi, tu vois, tu prends une Kimura, tu vois que le mec, il est un peu énervé, il bouge dans tous les sens. Tu te dis, si je force. Je sens que ça passe, je me prends pas la tête. Tu vois, moi je suis plus sur la notion de tu commences la sub, si le mec commence à s'énerver, que c'est une guerre de ouf, ou que tu dois y aller comme un bœuf, que c'est pas dans ton état d'esprit, tu le fais pas. C'est comme quand tu passes un Mataleo sur un débutant, tu sais qui est, tu vois qu'il bouge dans tous les sens. Tu pourrais y aller comme un bœuf et entendre mais tu vas pas le faire, tu lâches et tu repars sur autre chose. Tu vois. Pour moi la sub elle est intéressante parce qu'elle ramène, mais ça c'est ma carte du monde, hein, à une réalité. J'aime bien la notion de réalité. J'aime bien cette notion de dire la soumission et le contrôle, bien sûr, mais ramène à une fin de quelque chose et se dire, ok, là, j'ai passé une transition. C'était le discours que j'avais eu avec Paulo Sergio, un moment où il me disait, vous les Français, vous tapez trop vite. Et je lui avais dit, mais c'est complètement con de ne pas taper. Et il me dit, non, c'est bien, ça monte le mental et tout. Je dis, non, je préfère taper, te rechecker et tenter de te péter la gueule après, tu vois. Tout d'être blessé, oui, mais c'est vrai. Frapper. Mais non, mais tu vois, au moins tenter. Je perds. Mais c'est un sanguin, Paulo Sergio. C'est un mec qui n'hésite pas à dire les choses. Non, mais moi, tu vois, là-dessus, j'étais pas d'accord du tout. Je lui disais, tu vois, là, je vois que je suis pris. Je suis pris. Tu sais, c'est comme le truc que je comprends pas où le mec, il a le Juji ou le Mataleo. Le mec, il est pris, il bouge plus. Donc, tu vois, on a vraiment la notion de tétanie et il attend genre 5 secondes avant de taper.
quel intérêt? Tu t'es fait avoir. Entièrement On d'accord. est bien d'accord que le Juji, la Luta, notre idée c'est de se dire je ne vais pas là où ça fait mal, c'est-à-dire pas dans les subs et pas dans les zones où je veux pas. Et si t'es pris, je préfère même pas me battre là-dessus parce que ça veut dire que tout mon process a été erroné et ou que t'avais un temps d'avance sur ton process sur le mien. Donc t'as gagné, point. T'as gagné, je reprends. Je préfère reprendre pour réimposer mon jeu que de resubir à nouveau, etc. Ouais, vas-y. Mais il y a des croyances qui représentent des freins. Hein. Nous, on avait connu une époque où tu n'avais pas le droit de donner la garde. Il fallait que tu sois au-dessus. Ouais. Si tu donnais la garde, tu prenais un coup de latte. Souviens-toi, Flavio, pas de garde fermée. Pas de garde fermée. Ah, il nous a parlé ça. Ah, C'est de là que ça on a vient, eu alors des ces moqueries années, de Mehdi, tout le temps de Mehdi Hotman et tout, où Ouais. dès qu'il ne comprend pas le principe du jiu-jitsu brésilien, où il y a des gardes, où on tire la garde, il dit mais ça c'est pas un sport pour lui. Hein. Ouais, il y avait ça, et puis c'est surtout que Flav, de par son gabarit, sa forme de combat, travaillait instinctivement en half butterfly. Donc il a un gros jeu en demi-garde et surtout en half butterfly, ce qui est logique. Il rentre facilement dessous, n'oubliez pas, il était à 55 kg quand il est arrivé ici, on va dire moins de 60. Et c'est un des leviers les plus simples, et quand t'es petit, passer un half butterfly, c'est super simple quand t'as des petites jambes. Donc tout son jeu était basé sur ça. Quand il voyait quelqu'un qui fermait la garde, il est petit, il était petit et pas très lourd. Il est toujours petit. Oui, mais il est un peu plus Mais il est un peu plus lourd. Hein. C'était ce que je voulais pas préciser. Et quand tu fermais la garde, tu pétais tout son jeu. Et ça, il détestait. Tu te souviens comment il aimait pas ça. Et ça a été un des problèmes de Nico, de Fabi, Mathieu. de Matthews, de tout le monde. Que quoi, tous Faites les beaucoup de name dropping là, il faut donner les noms de famille. Hein, parce que Mathieu sinon, on est Husson, perdu. Nicolas Régnier, Fabien Brochetel. Fabien Brochetel. Qui pendant longtemps détestait la garde fermée. Parce que dès que quelqu'un en compète fermait la garde, ce qui est le cas, même tu bossais Berimbolo, tu vas en compète, les mecs qui ferment la garde, tu fais d'accord, bon, ça sert pas à grand chose. Et à ce moment-là, il pouvait perdre un match parce qu'il galérait à ouvrir la garde, alors qu'on savait que si la garde n'était pas fermée, la forme du combat n'aurait pas été du tout la même. Ouais, soyons très clairs, en jiu-jitsu brésilien, on t'apprend quand même à ouvrir une garde beaucoup. Ouais, nous, si tu travailles pas une garde fermée, tu n'apprends pas à l'ouvrir. Quoi. Tu vois, c'était le gros problème de l'époque. Maintenant, ça a changé. Hein. Nicolas Régnier, si vous regardez un peu ses vidéos et autres, il travaille beaucoup garde fermée. Flavio, à chaque fois, je me fous de sa gueule, travaille garde fermée. Mais tu vois, l'évolution, mais pendant des années, et là, c'est vraiment des années, beaucoup ont commencé la luta sans garde fermée. Donc, ça veut dire que dès que le partenaire pouvait avoir une garde fermée, ça foutait le jeu dans la merde. Quoi, c'était ton jeu, il était déstructuré. Ce qui était très intéressant. Ils n'avaient pas envie de rencontrer des jujitsuka quoi. Ils avaient envie, mais ils voulaient surtout jamais que tu fermes la garde. Donc il y avait toujours le genou au milieu, quoi. Il y avait une forme de corps qui était un peu différente. Et quoi qu'il arrive, il fallait jamais qu'il ferme la garde. Mais tu vois, il y avait des interdictions donc à l'académie, ce qui fait que ça te permet de devenir meilleur dans certains aspects de ton jeu. Et en même temps, ça peut carrément te pénaliser sur d'autres gros points de ton jeu. Ça, il y a que la compétition, hein, pour le coup, qui pouvait te remettre un peu d'aplomb, quoi. C'est-à-dire te retrouver face à des gens qui, eux, n'étaient pas de ton académie et qui auraient fermé la garde, quoi qu'il arrive. C'est ça. Quoi. Mais bon, à l'époque avec la FS, en Nogi, quoi, en Luta Livre, etc., avec Grigny, on était les deux plus grosses équipes. Ouais, c'était une grosse team. Hein. Et on gagnait tout. Donc, on avait la preuve en plus que ça fonctionnait. Quand tu fermais pas la garde, le problème était là. Hein. C'était compliqué pour les gars en face. À l'époque, Flavio était quand même beaucoup plus dur que maintenant dans l'enseignement. Et il a sorti vraiment des gens très durs. Hein. Nicolas Régnier, Mathieu Husson, Johnny Frachet, Fabien Costia. C'est tous des blocs et c'est des gens qui savent lutter, qui font beaucoup de clés de jambes, des guillotines. C'est le jeu vraiment luta un peu violent, quoi. Et puis le fait de pas accepter aussi. C'est-à-dire que dans le jiu-jitsu, on disait que pas tout, je vais pas faire de généralité, mais il y avait une sorte d'acceptation parce que tu avais le kimono et que tu pouvais derrière en fait utiliser le kimono pour faire. Nous, il y avait pas d'acceptation. C'est-à-dire que hors de question d'avoir le dos au sol, quoi. Rien que ça. À la dure, quoi. Ouais. Non, mais si t'as le dos au sol.
Enfin, voilà, je vais pas dire de gros mots, mais c'était inacceptable. T'es dans la merde, c'est ça que tu voulais dire. Non, mais ça va. Mais c'était ça. Enfin, je me souviens des entraînements de malades mentaux. Ils disaient il faut pas accepter, tu n'acceptes pas. Et mais genre, ils t'engueulaient. Mais en plus, à l'époque, on était une petite salle, donc on tournait une fois sur deux. Ouais. on tournait une fois. On était très nombreux dans une petite salle et on tournait une fois sur deux. Ça veut dire qu'il y avait tous les projecteurs sur nous, quoi. Et t'avais donc Flavio plus Nicolas et tous les autres qui te gueulaient dessus. Mais en plus c'était limite, je dis pas humiliant, mais genre c'est comme ça que tu vas combattre, mais t'as rien à faire ici. Enfin voilà. mais c'était hyper violent, quoi. Je te rappelle que l'absolu de l'insulte c'était tu travailles comme un jujutsuka. Hein, moi. Faut voir qu'au départ il y avait une vraie guerre et c'était drôle. Au contraire, c'était bien. Nous on faisait du jiu-jitsu, donc tu vois déjà on était. Ouais, on avait droit à un entraînement plus dur. Nous on en prenait super cher parce qu'on n'était pas des 100% authentiques lutte livre, tu vois. Et donc, on a eu des histoires super drôles. Donc à chaque fois, tu vois, ils disaient ça c'est un truc de Jujutsuka, faut pas mettre le dos au sol et tout. Mais c'était amusant parce que tu vois, il y avait un vrai côté stimulant. Mais il y avait aussi le côté brésilien vicieux, c'est-à-dire que quand il y avait des nouveaux qui venaient, et genre Flavio il nous prenait un pas à pas, il fait lui, il faut le défoncer. Donc en fait, il lui mettait plein de mecs, et le mec était mort, et après il mettait tous les forts. Quel est le but ? Voilà, imposer son art martial, comme une fois et toujours. De 2000. C'était 2003. 3, ouais, c'est ça. 2003. La guerre Luta Livre Jiu-Jitsu venait à peine de se finir, il y avait encore des trucs. La guerre venait de se finir. Les cendres étaient encore chaudes. Voilà, c'est ça. Le pacte venait d'être signé. Vous l'avez peut-être pas vu, mais nous on l'a vécu de l'intérieur sur la fin, tu vois. Sur la fin, en plus nous on n'était pas pendant les années 90, mais apparemment c'était un truc, mais ils se détestaient, quoi. On le voit quand on lit des histoires. Non, nous on n'a jamais eu ça. Nous on a toujours été conscients du côté un peu plus féminin de la lutte à livrer. C'est ça. Le côté un peu moins. Grâce à Mehdi, il nous a fait de la bonne pub. Non, mais tu vois, il y a eu vraiment ce qu'ils appelaient une guéguerre entre les deux, et c'était apparemment assez mauvais au Brésil. Mais ce qui est drôle, c'est que Flavio en fait est arrivé avec ça. Flavio, il est arrivé avec il a importé la guerre. La haine du jiu-jitsu. Mais c'était exact. Alors que je me souviens, on en discutait, on disait mais ça n'a aucun sens. On est tous, on vient, 90% des nouveaux avaient fait un peu du jiu-jitsu. Sinon, moi, il y avait 10% qui étaient des purs luttadors. Mais c'était très très rare au bout du compte. Donc on avait. Il privilégiait quand même, les nouveaux. Flavio, il aimait bien prendre les jeunes de 17-18 ans. Nicolas Régnier, Fabien. Bon, Nicolas il avait fait un peu juste, mais il avait vraiment abandonné. Mais Mathieu Husson, Fabien, tout ça, c'est des mecs qui ont jamais mis de kimono, quoi. Et il les prenait, et lui il adorait ça, les prendre et les former à son école, à sa technique, sa philosophie. Voilà. Et donc c'était vraiment ça. Donc c'est sûr. Il est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien aussi. Ouais, mais là Flavio. Vous voyez un Flavio Choupidou d'aujourd'hui en fait. C'est clair. Ça paraît difficile à croire vu comment il est doux. Enfin, vous l'avez écouté sur le podcast avec sa petite voix suave, etc. Ça paraît dur à croire. Enfin, on vous croit, hein. Mais ce que vous racontez là. Il a beaucoup évolué. Hein. Ouais, il a beaucoup évolué. Mais attends, pour te donner des exemples, je venais avec un t-shirt Jiu-Jitsu parce qu'à l'époque on s'entraînait, tu sais, pas avec des rash guards, mais avec des t-shirts et des shirts ou les bad kim. Et à chaque Bad Kim avec Flavio, hein, il fallait le Bad Kim. Au tout début, quoi. Bon, bref, il y a plein d'histoires. Hein. Et il me faisait retourner mon t-shirt pour pas qu'il y ait écrit Jiu-Jitsu. C'est pour te donner un peu l'état d'esprit dans lequel, quand tu rentrais dans notre académie, c'était on est au temple de la Luta. Point. Et tu viens pas nous casser les couilles avec ton jiu-jitsu de merde, tu vois, c'était vraiment ça l'esprit. Hein. Il était vénère, hein, Flavio. Il était vénère. Les entraînements, ils étaient vénères. Des fois, il arrivait l'entraînement, les yeux tout injectés de sang, tout rouge. Et tu savais que tu avais passé 2 heures. Il avait dormi jusqu'à 16h, ouais. Et tu savais que tu allais faire une session dégueulasse. Sale, hein, sale. Et genre, il martyrisait les petits nouveaux pour leur dire écoutez, on est bien meilleurs, quoi. C'est ça en gros. C'était un genre de. Comment on dit en fait, tu vois. C'est un bizutage, c'est ça. Un genre de bizutage, voilà. C'était. Moi, je vais vous donner mon truc. Moi, pendant 2 ans et demi, il m'a pas parlé. Hein. Tu te souviens, je venais à tous les cours. Hein. Incroyable, c'est vraiment. Mais moi, j'étais le traître parce que je continuais à faire du jiu-jitsu brésilien à côté.
Et c'était ouais, mais va pas dire en compétition que ça c'est une technique de jiu-jitsu. C'est un autre livre. Ça tu fais, mais quand je fais du nogi, c'est de la luta, et quand je fais du kim, c'est du. Mais tu vois, ça allait loin, et pendant 2 ans et demi, et il me parlait pas. C'est-à-dire que, exemple super drôle, moi j'arrivais genre vers 18h30 là-bas pour faire du sac et des trucs comme ça. Et souvent il y avait Nico, Mathieu, Flavio. J'arrivais, il leur montrait des techniques. Il dit non, toi tu peux pas rester dans la salle, c'est juste pour eux. Et en gros, c'était t'as pas le droit de regarder les techniques secrètes de la lutte livrée. Mais ça, ok, ça paraît incroyable. Vraiment. Hein. Ouais, non, mais on en a plein. On a eu plein de trucs comme ça. Mais c'est... Ouais, mais attention, parce que on est vraiment dans l'art martial. Hein, c'est-à-dire que c'est une école qui est choquante maintenant avec le regard de 2018 sur le sport. Mais il faut savoir que derrière. Non, c'est plus choquant par rapport au Flavio qu'on connaît. Oui, mais qui en plus arrête pas de nous dire que vous êtes ses amis et tout. Enfin, j'ai du mal à y croire. Non, mais on est ses amis. On est réellement ses amis. Mais après, comme je disais, il y a eu des bons côtés dans le sens où ça nous a vraiment poussé en dehors de nos limites. C'est-à-dire que... C'est ce que j'allais dire, parce que là tu nous en parles comme ça, Pank, mais c'est un peu ta façon de fonctionner. Alors pas spécialement sur ça, mais sur le côté aller à la recherche de la vérité, aller chercher toujours plus loin pour être sûr que ça fonctionne. Finalement, c'est un peu ça. Il adorait. Voilà. Moi, ça me dérangeait pas du tout. Hein. Mais c'était juste. Moi, je me souviens qu'à chaque fois, je l'invitais pour combattre. Parce que je me disais, quitte à ce que tu me casses les couilles, je vais t'emmerder pour venir casser la gueule. Et me défoncer à chaque fois. C'était cool. Non, mais c'est ça qui était cool. C'était vraiment plaisant. Tu vois, tu dis, le petit léger là, il me pète la gueule. C'est marrant, je vais le défoncer. Il faut que je trouve un truc pour le défoncer. Il n'y arrivait pas. Mais c'était trop drôle. Quand tu te dis, tous les soirs, tu vas combattre et tu te fais laminer par ton petit prof qui t'engueule à la longueur de temps. C'est génial. Il y a un côté super sympa. Quoi. Quand t'aimes ça, moi ça va complètement dans ma vision martiale des choses. Et Flavio, il a quand même, il a fait des mecs très très forts. C'est-à-dire que les mecs allaient en compétition, ils gagnaient tout. Donc après, il y avait des mecs qui venaient s'entraîner chez nous. Et donc de plus en plus, et à un moment, on avait un tapis. T'avais tous les mecs les plus forts de l'Île-de-France qui étaient là. Et c'est-à-dire que quand tu arrivais dans une compétition et que tu avais un rage guard, Flavio Santiago, parce qu'il avait son propre rage guard, déjà tu avais gagné 20% du combat, parce que le gars, il savait que derrière, c'était un malade mental et qu'il faisait des... Qui arrivait les yeux injectés de sang, qui t'insultait. Et que c'était dur, et il y a des mecs qui disaient, je me souviens des mecs qui disaient, non, on va pas chez Flavio, c'est trop dur. C'est trop dur. Aujourd'hui, en 2018, ce genre d'attitude paraît complètement... ça me paraît impossible à un club comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai dit, la Z-Team, pour moi, la Z-Team, pas. dans l'écho que j'ai, c'est la continuité. C'est la FS de l'époque. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, parce que Zakaria, qui est le head coach, c'est un élève de Flavio à la base, et Flavio donnait des cours au même endroit il y a plus de 10 ans, et Mathias Jardin a commencé avec Flavio. Donc les deux head coachs plus les autres, il y a Karim, t'as plein d'anciens de chez Flavio. Hein. Donc si tu veux, je pense que quelque part, il y a une méthodologie qui a été conservée et qui est efficace et qui est éprouvée. Et ils ont pris ce savoir-faire et ils ont développé la Z-Team avec un peu de ça également, d'accord. Bien sûr, ils ont pris des choses de la GF-Team au Brésil et tout. Et je dis pas que ça appartient à Flavio, mais je pense que dans ce sport-là, si tu veux exceller, tu es obligé de passer par ces processus-là qui sont communs à des gens comme Julio César ou Flavio. Et voilà, et c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas un hasard si la Z-Team sont aussi forts. C'est qu'il y a aussi des ingrédients qui viennent de Flavio. Je pense aussi. Non, mais c'est parce que c'est fou quand même j'avoue que je suis un peu retourné par cette histoire de Flavio, l'avoir imaginé comme ça. J'avoue que ça, moi je suis. Tu vois, moi ça me fait super plaisir d'entendre que maintenant il met le Kim. Il veut donner des cours aussi qu'il est gentil. Dans le fond, ça a toujours été. Dans le fond, c'était toujours un gars sympa. Mais quand on était dans le dojo, c'était le dojo. Et le dojo, c'est quoi. Tu vois, moi j'ai grandi dans des arts japonais. Donc les arts japonais, genre on te crache à la gueule, on a rien à foutre de ta gueule. C'est un peu c'est la notion de base, tu vois. Donc c'était pas tellement gênant. Mais ce qui était intéressant, c'était l'intensité avec laquelle il était dans son monde, en guerre. C'était contre lui, la guerre, mais qu'il avait mis en place face au monde Jiu-Jitsu en France, où tous les grappleurs, hormis, je pense, les gars de Grigny, venaient du Jiu-Jitsu. Donc c'était, on doit montrer au monde qu'on existe. On doit, et nous, ça nous étonnait, cette espèce d'importation
d'une culture qui était pas la nôtre. On s'en foutait. On existe par la guerre. On existe par la guerre. Ouais. C'est la Ça veut confrontation dire- qui fait que. C'est-à-dire, on existe par la guerre. Parce que là, en l'occurrence, là, vous existez. C'est pas par la guerre que vous existiez, c'est par la preuve, c'est que vous arriviez à lui prouver que que vous étiez capable d'encaisser ça. C'est pas une guerre, il y a quelque chose, en fait, presque de l'ordre. Enfin. De l'apprentissage, il y a presque quelque chose. Oh, tu parlais de bizutage tout à l'heure, mais c'est pas une guerre parce que c'est inégal. Enfin, je veux dire, il y a un truc où c'était le prof qui de toute manière vous rabaissait, qui machin. Et non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la lutte à livrer à l'époque, elle existait parce qu'elle devait je pensais gagner vous dans le club de la guerre contre le j'ai compris, jiu-jitsu. excuse-moi. Voilà. C'est vous chez Flavio, je voulais Ouais, montrer que vous étiez là. J'ai dit, bah non, c'est inégal. Quoi. C'était vraiment une guerre, enfin une guerre. Je suis gentil, hein, mais c'était pas genre je suis là pour émanciper votre physique pour que non c'était parce que il faut qu'on défonce les autres quoi. Enfin tu vois un peu le truc quoi. Nous on regardait ça nous on était un peu dans le truc mais bon ça veut pas dire qu'en sortant du Dans la tapis, on recherche était comme ça. philosophique, vous étiez deux petites douceurs en fait. Non, on est plein d'amour. Tu vois, on comprenait pas autant de violence. Ouais, parce que c'est vrai, parce que pour le coup, ça a dû te la. Enfin, là, je m'adresse vraiment à Dao. Tu parlais tout à l'heure de ta recherche intellectuelle, ta recherche philosophique. Ça a dû te shaker un peu tout ça quand même. Ça a dû te chambouler un peu tout ça. C'est pas du tout incompatible. Hein. Et puis tu te retrouves face à toi-même. Hein, On peut être philosophe vénère. Hein. Non, mais c'est vrai quand même, ce truc-là où t'es remis en question non-stop. C'est vrai que. Ça facilite pas la recherche. Alors c'est vrai que. On a besoin d'un guide généralement. Toi, maintenant qu'on en reparle. J'étais le gars qui suçait tout le monde, c'est ça? C'était ça l'histoire. Parce que c'est-à-dire non, mais parce que j'étais super. Moi, je suis un mec. Il me dit Radio Dao, c'est parce que je connais tout le monde et que moi j'aime bien les gens et que voilà. Donc c'est dire que moi j'arrive pas comme ça et puis je regarde mes Et pourtant ton métier c'est de les aider. Ah, mais c'est pas parce que j'aime Tu dis les tu les gens aimes que pas. pour autant j'aime les gens. Alors là, on va pas en débattre des heures parce que machin. Enfin, généralement, Je peux t'expliquer quand ça. on aide les gens, il y a quand même une volonté positive. Là, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un sujet. Mais enfin, bon, Non, D'accord, ok. très bien. globalement, non. J'avais D'accord. dit, entre parenthèses, j'avais dit une fois à Eric. Eric m'avait dit, ouais, j'aime pas les gens et tout. J'ai dit, tu n'aimes pas ce qu'ils sont, mais tu aimes ce qu'ils font. Oh, c'est beau. Et là, il a dit, ah oui, c'est tout à fait ça. Ah oui, c'est tout à fait ça. Ils font du jiu-jitsu, je les aime. Enfin, j'aime ce qu'ils font du jiu-jitsu. Voilà. Moi j'aime les potentiels, c'est pas forcément l'humain en tant que tel. C'est-à-dire, tu vois pas la personne en elle-même, mais ce qu'elle est capable de produire. C'est ça. Et toi, comment tu te vois? Oh là Comme là. un potentiel. Pas plus. Mm. T'es marié, t'as des enfants toi, Non. Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais, évidemment. Je suis un potentiel. Évidemment. Il est cohérent. T'es hyper Très- cohérent. Très congruent. Ouais. Tes élèves, comment tu les vois? Parce que alors oui, c'est un truc dont on n'a pas parlé quand même. Des potentiels en devenir. Vous bossez ensemble, vous avez une Non. académie ensemble. Non, ça c'est la seule chose que vous faites Il pas il ensemble. représente Infinity. Infinity. Bah oui, moi je suis Evoluta. Evoluta. Donc, moi je m'entraîne avec Fabien Brochetel qui a repris la section de Luta Livre de Flavio quand Flavio est parti vivre dans le sud. Donc lui il a repris, il a monté en fait sa propre école Evoluta. Donc Fabien c'est un gars from scratch, hein, c'est-à-dire qu'il se promenait, il nous a vus avec Pank, il dit vous faites quoi? Alors, on l'a expliqué. Dans la rue comme ça. Ouais, En on sortant de l'institut du judo en institut au dojo l'INJ, d'été. au dojo d'été de judo. On sortait du dojo Il d'été. était en train de glandouiller, il avait 17 ans. Et vous faites quoi et tout Bah, on était en train de discuter. Il y avait Mathieu Husson avec nous aussi. Et on discute. Bah, nous, on fait ce sport. Mais c'est quoi? Ça m'intéresse. Alors, on l'explique et tout. Et puis il dit ah ouais, pas mal. Et puis il dit Il dit l'année prochaine, je vais m'entraîner avec un petit Brésilien. Tu te souviens, il nous avait dit Ouais. je vais m'entraîner avec un petit Brésilien. Lui, dans sa tête, l'année qui suivait, il allait s'entraîner à faire une discipline qui était en fait la lutte à livrer, que nous on faisait déjà. Et donc il vient et bon, il peut dire qu'il en a chié parce qu'il était léger et tout ça. Et ben moi c'est un gars. Tout ça et tout ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est un gars que j'ai vu grandir dans ce sport, prendre une maturité incroyable, gagner petit à petit des championnats jusqu'au titre de champion du monde en 2009 à la FILA. Et maintenant, il a une des sections. Bah, il a repris la section de Flavio. Et la population a un peu changé parce qu'il y a des gens qui sont partis comme Mehdi, Mathieu, tout ça, parce qu'ils ont monté leurs propres écoles. Maintenant, il a une section, on est entre 50 et 60 à chaque fois. Il pilote ça d'une main de fer. C'est pour moi c'est une des plus belles choses qu'ait fait Flavio. Ouais. C'est d'avoir pris un mec comme Fabien, l'avoir fait grandir et en avoir fait le capitaine d'une très très grosse équipe
C'est aussi le travail de famille. Oui, Et mais donc- bon, voilà, enfin, c'est. Mais c'est le travail du maître quand même de lui avoir Ouais, donné le ouais, potentiel. Il lui a donné, De lui avoir révélé le potentiel. Il lui a donné un chemin qu'il pouvait faire et après c'est lui qui a gravi le chemin quoi. Et ça, c'est Infinity. Infinity. Evoluta, c'est Evoluta. c'est le style de Fabien, qui est dans l'académie Infinity où il y a le jiu-jitsu brésilien. Ancien de- NCU, donc, de NCU, David Pierre-Louis. ouais. Enfin, l'idée par rapport au NCU, c'est que ils avaient réfléchi parce que le NCU, ça veut dire Nanterre Campus Universitaire. Mais le problème, c'est que ce club-là est trop lié à Nanterre et au complexe. Donc, essayer de sortir un nom un peu innovant, mais ça se fait, hein, je veux dire, des sociétés qui changent de nom, comme Bien sûr, oui, France bien sûr. Télécom, Orange, voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver un nom qui soit un peu plus général pour vraiment asseoir un concept lié à ce club-là, une philosophie. Et comme c'est vrai que ex-NCU était un club où il y a quand même beaucoup de monde, hein, c'est un des plus gros clubs. Hein. Ouais. Et à chaque fois, il y a toujours 50-60 élèves sur le tapis. Entre midi et deux, il y a toujours entre 30 et 40 personnes. Donc, il y a vraiment un potentiel énorme à faire. Et le développement d'un nouveau nom aidera à passer... je vends le truc, mais... Oui, c'est ça, j'étais en train de me dire. J'ai le promoteur. Là, je suis Dao promoteur. Et alors toi, Pank, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, je suis au Fushon-Koen, donc moi, en fait, je suis dans le premier dojo de Luta, où Flavio était il y a 10 ans. T'en es Nico jamais a repris parti. après. 15 ans même. 15 ans, ouais, putain, ça va vite. 15 ans, Nico l'a repris pendant 2-3 ans avant de créer NR Fight. Et en parallèle, il y avait Paolo en Jiu-Jitsu, et qui après, c'est Jean-Louis Mbongo qui donnait en Jiu-Jitsu. Et en fait, ils sont partis en même temps, les deux, Nico et Jean-Louis. Moi, je venais de prendre ma noire en Jiu-Jitsu. Et donc Greg, avec qui je me suis toujours bien entendu, m'a proposé si je voulais reprendre les créneaux. T'avais pas envie, par exemple, de suivre Nicolas à la NR Fight ou Non, moi je suis super indépendant. J'ai du mal d'avoir un prof. J'ai beaucoup de mal. J'aime bien avoir un prof pour avoir des corrections et tout, mais au quotidien, avoir quelqu'un au-dessus de ma tête, j'ai envie de lui péter la gueule tout le temps. Donc, Ah ouais, c'est vrai. j'ai beaucoup de mal. Moi, l'autorité, c'est pas du tout un truc qui m'éclate. Et tu arrives pourtant à donner des cours, ouais, parce que c'est ça le truc quand même, c'est que tu arrives quand même à asseoir une autorité, à donner des cours. Ah ouais. Moi, j'ai une académie un peu particulière. Avec des gens particuliers, ils sont assez géniaux. Mais mon cadre est très particulier, donc en fait, je suis pas trop vénère sur certains. Toi, j'ai très peu de rituels. Les saluts, on le fait une fois quand j'ai envie. Les gars ont envie de regarder leur téléphone pendant le cours, ils regardent leur téléphone, j'en ai rien à faire. À savoir que moi j'ai été dans des dojos Kyokushin où t'as pas le droit d'éternuer sans que tu fasses 10 000 pompes, tu vois. Donc tout ça en fait ça m'a saoulé. Par contre le seul truc où on est sérieux, c'est le combat. Combat, je t'entends, je te défonce. Je veux pas savoir. Tu dis un truc, tu cries, je te tape. Je veux pas avoir de mec parce que c'est le seul moment à la Queen. réalité en fait. Tu vois, c'est le seul moment. Mais qu'est-ce que tu penses des excuses une fois qu'on a tapé? C'est pareil. Il y a pas d'excuse, tu vois. Quand j'avais mal. Non, il y a pas d'excuse. C'est tu combats quoi. Tu vois, en fait, la phase combat, c'est la seule phase où je suis un peu je suis super chiant. Sinon tout le reste, tu peux faire à ton rythme, comme tu veux, parler, pas parler, je m'en fous. C'est pas. Parce que c'est un vrai truc ça pour toi, parce que t'es pro-compétition pour le passage des ceintures. C'est-à-dire que pour toi, une personne qui accède à la ceinture noire à un moment ou à un autre, c'est quelqu'un qui forcément est passé par un minimum de compétition. J'avais lu ça. Non. Tu avais fait un pour article, moi- je crois, pour sur moi, JITS. Pour moi, c'est Dans un JITS. point où ça serait bien qu'ils en fassent au moins une pour découvrir ce que c'est un combat en réalité. Tu vois, en réalité, hein, super protégé dans un cadre de compétition. Oui, dans ce sport, c'est la ouais. réalité. Hein. En fait, c'est ce que j'aimais bien dans le judo avec les shiai, où tu es obligé d'aller en shiai en compète, donc pour avoir des points. Là, sans nécessairement avoir des points, que tu au moins fait une compète pour voir ce que c'est quand tu as peur, quand t'es pas bien, quand ton niveau il a perdu 40% et que tu vois ce que ça donne quand au bout de 3 minutes tu comprends pas pourquoi tes bras ils sont complètement bloqués, que tu as mal partout, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important. C'est comme ce que je disais, moi, dans mon idée, à partir de Violette, il faut que les gars commencent à travailler avec le principe de percussion, ce qui ne veut pas dire que ça deviendra des boxeurs, mais se dire comment je gère des percus. Donc, j'ai de la chance Greg me laisse assez libre à l'académie, donc j'ai rajouté un cours de MMA, de bagarre, où j'invite à chaque fois les violettes et puis les autres, s'ils veulent, à passer pour combattre, et qui s'habituent et qui tournent pas la tête, qui n'aient pas trop peur, et qui lèvent un peu la garde, pour après aller dans une stratégie de lutte à livre, clairement. Mais avoir vraiment toute cette dimension. Moi, j'aime la dimension globale, en fait. Je vois tout le potentiel d'un sport, ouais, c'est ça. Moi, j'aime la notion self. Il y en a qui aiment pas, moi je trouve ça génial.
mais de la self en bagarre, tu vois. Tu m'attaques. Je te défonce. Et ouais, quoi, il y a une vraie opposition. Un mec dans la rue, il se laissera pas faire genre, oh là, je t'ai mis un pic dans les yeux et t'es mort, tu vois. On y va. Donc ça devient du combat. J'aime le côté MMA, combat libre, etc., etc. Donc combat interstyle, comme je disais à l'époque. J'aime le combat compète, aussi bien IBJJF que celle où il y a les clés de cheville, etc. Donc moi je propose ça à mes gars. Je dis bah voilà, on peut en luta, ils savent qu'ils peuvent faire des clés de nuque, des clés des clés de cheville, de trucs de machin. En jiu-jitsu, je leur dis bon bah là il y a moins de trucs à faire, donc quoi, il y a moins de trucs. C'est moins fun. Non, On sent que t'aimes moins. Et tu nous as pas dit où est-ce qu'on te trouvait? Avant, Avant. ouais, Ok. avant Wufushinkan. Toi, Dao, tu donnes des cours à l'Infinity? Non, je suis élève de Forever. En fait, au début, comme j'étais... Parce que c'est deux parcours complètement différents. Là, votre fonctionnement est complètement différent parce que donc Ouais. Pank vient de nous dire que lui, il ne pourra jamais encore maintenant se retrouver sous un prof et tout ça, pas sur des stages, des choses comme ça, j'imagine. Hein, mais et toi, tu es un Oui, élève parce que je forever. suis un enfant adapté en analyse transactionnelle. Je fonctionne comme ça. Non, au début, je donnais des cours, mais en fait, j'aime trop m'entraîner, j'aime trop, enfin voilà, et on dit de faire ça, je fais ça, et puis après faire des combats. De temps en temps, je veux bien donner quelques cours, piloter des cours ou faire des petits C'est séminaires, pas ton stages. truc Ah non, moi j'ai envie d'apprendre. ouais, voilà, j'ai envie d'être étudiant. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais ouais, j'aime bien. Tu vis du jiu-jitsu brésilien, tu vis Non, pas du tout. pas du tout. Non, en fait, ouais, j'ai fait pas mal d'études et puis après, bah, Ah ouais, t'es un éternel étudiant. Hein, ça. voilà. Et puis je travaille dans la cybersécurité, dans l'informatique. Et puis voilà, c'est un secteur qui est, ça va, c'est sympa. Et donc non, j'ai pu quand même m'entraîner derrière. Non, je gère bien, en fait, je suis assez organisé comme mec. Voilà, non, voilà, puis Parce là, que tu voyages beaucoup, donc on Non, mais là, c'est découvre pas- que tu as un podcast de philosophie, t'es un mec actif quand même. Hein. ouais, mais parce que je trouve du temps. Mais non, mais là, j'ai arrêté de travailler pendant depuis 10 mois là. Bon, je vais reprendre là, mais pendant 10 mois là, j'avais l'occasion d'avoir un peu de temps pour moi, donc j'en ai profité pour pas mal voyager, pour faire des trucs comme ça, pour T'entraîner. profiter de la vie, m'entraîner. Passer Ouais, chez Castagny FM. voilà. Ben ouais, par exemple, ça fait partie des trucs que je vais expliquer pour parler un peu de cette période de 10 mois. Et de toute façon, le problème de l'entraînement, c'est qu'on peut pas s'entraîner toute la journée. Parce qu'au bout d'1 heure et demie, bon... Surtout quand on a 45 ans. Voilà, le lendemain, même pas sûr que tu puisses, tu vois. Donc, faut occuper quand même les journées. Donc voilà. Mais de toute façon, maintenant, il y a tellement de créneaux que... je veux dire, je pense que 2 fois par semaine, ça suffit. Ah oui, Ah. sais. S'entraîner 2 fois par semaine. Pour maintenir un niveau. Quand t'es ceinture noire, je suis d'accord. Hein? Mais quand t'es un bébé... Oui, au départ... le minimum 3 fois par semaine. Oui, 2-3 fois. Mais... Non, mais quand t'es un bébé, toi, quand tu commences à avoir un niveau violette, marron, noir, Tu Bah, peux tout dépend entretenir. un peu de ce que tu veux. Enfin, 2 fois par semaine, c'est dur à progresser. On a quand même des styles qui sont complexes en termes de répétition. Pour un débutant, il dit. Pour un débutant. Mais une fois que... Une fois que tu commences à avoir tes bases, etc. Ouais. oui. Une fois que tu commences à avoir tes bases, que tu connais un peu ton corps, tu sais comment tu fonctionnes par rapport à tes leviers, tes cales, etc. Je pense que tu as moins besoin d'entraînement. Mais au départ, moi je pense que Faut du volume. les premières années, minimum 3 fois pour pouvoir commencer à capter ces formes de Ouais. corps complexes. C'est quand même particulier, hein, le bouger au sol, récupérer, remettre une garde. Sans même parler De technique de pure. technique. Ouais, Les je suis formes de d'accord. c'est corps, vrai. elles sont un peu longues à apprendre. L'instinct. Ouais, et après, il y a tout ça à bosser. Et c'est pour ça. Après, effectivement, quand tu as l'expérience que peut avoir Dao 2 fois par semaine, si tu t'entraînes intelligemment, ça suffit. C'est comme faire des entraînements de 2 heures, ça n'a aucun sens. Je pense que 1 heure, 1 heure et quart, c'est amplement suffisant. Je Mais me suis tapé 2h30 de cours hier, je suis mort là. C'est Ouais, dur c'est ce ça, tu podcast vois. là. Moi, je suis je trouve que fatigué c'est- aujourd'hui, les mecs. je regardais des plannings un peu partout là en France et en Europe, aux US, et je trouve que c'est intéressant parce que on voit de plus en plus, tu sais, les créneaux d'1 heure. D'une heure, ouais. Et tu fais Et- 2 cours d'1 heure Ouais, éventuellement. et je trouve, tu vois, j'étais en train de me poser la question, moi, si j'allais pas faire ça sur mon cours. On a le temps de mardi, monter en rythme en 1 heure quand même. Alors- Oh, oui. Ouais. Mais justement, alors, on a le temps de monter en rythme intelligemment en 1 heure. Le problème des combattants, c'est que
c'est que très souvent, ils prennent tous les combats de la même manière, les uns après les autres. Et je pense qu'il y a des ordres de combat en fonction des gens que tu as en face de toi. Si tu prends un plus lourd, un plus léger, suivant les ordres, tu peux, optimiser ta session. Je fais des thèmes. Des thèmes. Voilà, vraiment beaucoup de thèmes. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il faut énormément de thèmes. Énormément de thèmes, et c'est hyper pointu sur les thèmes. C'est-à-dire, vous commencez comme ça, vous commencez par un mec, un guardero, un passador, un mec plus léger, un mec qui pose plus, un mec qui est un peu plus. Tu vois, et je pense que dans les rythmes, c'est comme la préparation physique, hein, il y a une vraie science derrière. Et je pense que la même chose, tu peux l'appliquer dans les combats, quoi. Oui, je pense aussi. J'étais passé à Carpe Diem Londres, 1 heure. Ils font 1 heure. Alors l'échauffement, il est hyper court. Mais après, c'est pas ça. C'est surtout, en gros, ton drill te donne du rythme, ça te permet de chauffer. Tu fais pas 40 drills différents. Et après, tu fais un peu de randonnée. Je pense qu'on peut vraiment optimiser. Et tu vois, je pense que certaines personnes ne viennent pas s'entraîner parce que c'est 2 heures ou 1h30. Si tu leur dis, c'est 1 heure, pour beaucoup, tu sais, c'est un petit peu comme s'ils allaient faire leur WOD. Ils se disent, bon, voilà, j'ai fait mon truc de la journée, c'est cool, je suis content de moi, il y a une forme de fierté, et ça c'est important, toi, que tu ressors de l'entraînement, à dire, j'y suis allé, j'étais fatigué, j'ai fait 1 heure, alors tu te dis 1h30, 2 heures, d'un coup ta tête... Ah bon, en 1 heure t'as le temps de faire des combats, tout ça. Oh, ouais. T'as pas besoin de faire 40 combats. Ouais, c'est vrai, t'en fais 2-3, t'es déjà bien. On adore les combats, on aime tous les combats, mais au bout vrai. du compte, vaut mieux passer du temps à vraiment driller, tu fais 2-3 combats. Ouais. Tu vois, moi j'ai des cours d'1h15 le midi. Et on arrive quand même à faire entre tu peux te lessiver. 3 et 4 combats. Ouais, non, c'est vrai. Plus les reps que tu as fait, etc. C'est Johnny Frachet, combattant professionnel, qui m'avait dit ça il y a quelques années et j'avais trouvé ça hyper pertinent. Il dit moi quand j'avais un cours, je connais mon potentiel, je connais tout ce que je fais. Il dit je vise 3 sparring pointus et point barre. Alors qu'à l'époque, on en faisait genre 6, 7, 8, tu vois. Il faisait 3 sparring pointus, il choisissait les mecs. Et après, tout le reste, c'était étirement, posture, drill et tout ça. Je sais pas si vous l'avez déjà reçu, Johnny, mais alors lui, il est... C'est scientifique, c'est incroyable. En termes d'entraînement, de tout, il est ultra intelligent. Quoi. Vraiment, on a croisé du monde dans ce milieu-là en termes de prépa. Il y en a on sent que c'est des passionnés. Lui, il a une approche, en plus ayant été et étant combattant pro, formant des gens et tout, il a vraiment une approche qui est ultra intelligente et il se remet tout le temps en question. C'est-à-dire qu'il est OK pour se dire non mais en fait ça c'est pas juste parce que. Et il continue tout le temps à s'informer, à tester, etc. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Et on va voir, peut-être qu'on l'invitera. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy ? Si, il est d'accord, parce que peut-être que c'est nous qui décidons. On va voir si on accueille Johnny Frachet. Je sais pas, on va voir. Mais oui. On essaiera de le recevoir. Exactement. Mais en tout cas, c'était un vrai bonheur de vous recevoir, les gars. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'était super agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était super de nous inviter parce que finalement, vous nous connaissiez pas directement, mais indirectement. Et donc, vous avez pris entre guillemets un risque. Donc, c'est nous qui vous remercions, au contraire. C'était cool. On a parlé philosophie dans Podcast Castagne FM déjà. C'était déjà une grande première. C'est vrai, ça s'appelle donc Philoso Street. Philoso Street. Ouais. À la base, c'est plutôt un podcast privé, mais bon, de temps en temps, je lâche la... Tu ouvres les vannes. C'est quand c'est aléatoire. Complètement aléatoire. Quand on y pense, parce que des fois on parle et puis mais non, on aurait dû s'enregistrer. Trop tard. Banquet.dao en tout cas sur les réseaux sociaux et je suppose que vous trouverez peut-être trace de toutes leurs vidéos et leurs podcasts et ça vous intéressera probablement. Merci à vous les gars. Merci à vous. Merci au petit Castagneur de nous avoir écoutés quand même. Bagarreur là. Exactement. On vous souhaite une très très bonne journée. À vite. À bientôt. Ciao à tous. Salut.